Bonsoir à toutes et tous, merci de nous rejoindre ce soir pour cette table ronde intitulée « Un autre monde est possible », parce qu'on est résolument convaincus que c'est possible de faire bouger les lignes dans l'industrie de la mode. J'imagine que parmi vous, vous avez déjà quelques notions, quelques chiffres, faits marquants de cette industrie mondiale. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 5 intervenantes qui, par leurs activités, leur engagement, leur prise de position, vont pouvoir étayer vraiment ce débat et venir nous donner une approche, on l'espère, holistique pour que vous puissiez repartir avec voilà, peut-être de nouvelles perspectives et d'autres manières de consommer à l'avenir. Avant de dérouler cette table ronde, comme vous le savez, qui s'inscrit dans la Fair Week, donc qui est un temps fort en réaction au Black Friday, ce fameux jour où tout est possible niveau consommation. Malheureusement. J'aimerais donner la parole à Lara Baranzini des Magasins du Monde, qui est co-organisatrice de la soirée, pour qu'elle nous fasse un petit mot d'accueil. Merci Lara. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. En fait, les Magasins du Monde co-organisent avec Swiss Fair Trade, la ville de Genève et Action de Carême cette soirée sur la mode. Je vous donne la bienvenue et puis juste 2 mots sur l'exposition qui est ici dans la salle d'à côté. Donc c'est l'exposition de notre campagne en climat de solidarité qu'avec les Magasins du Monde on mène depuis bientôt 2 ans. Et puis pour nous c'était important de mettre l'accent sur le rôle que le commerce équitable peut jouer pour lutter contre l'injustice climatique et puis la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Puis je remercie beaucoup à Alice de modérer la table ronde. C'est un plaisir. Merci beaucoup Lara. Et bien sur ce, on va commencer. Donc comme vous le savez, l'industrie de la mode en chiffres et faits marquants, c'est 60 à 75 millions de personnes qui travaillent dans cette industrie à travers le monde. Bien évidemment, vous devez avoir en tête cet incident dramatique au Bangladesh en 2013 de l'effondrement de l'usine Rana Plaza. On va en venir en détail sur ce point et puis comment ça a aussi mobilisé les gens pour que ça bouge à travers le monde, parce que bien évidemment les conditions de travail, de salaire, etc. Sont des points vraiment sur lesquels on va venir en détail. Donc pour parler de ce sujet qui nous concerne toutes et tous, à mes côtés Géraldine Viré, bonsoir. Vous êtes responsable média à Public Eye et vous êtes donc très investie dans la campagne Clean Clothes Campaign, donc on va y revenir ensemble. À vos côtés, nous avons Isabelle Pasquier-Eichenberger. Vous êtes conseillère nationale Les Verts. Merci de votre présence pour pouvoir questionner le cadre juridique, notamment de la mode, de l'industrie de la mode en Suisse. À vos côtés, nous avons Anja Imo-Bersteg. Vous êtes représentante de Swiss Fair Trade et vous êtes aussi engagée dans la campagne Sustainable Textile Switzerland 2030. Voilà, on va faire un peu français-anglais. Et puis, à vos côtés, on continue notre joli panel avec Jeanne von Segesser. Est-ce que c'est bien prononcé ? Génial. Coordinatrice Fashion Revolution Suisse romande. Donc voilà, un mouvement aussi très intéressant. Et enfin, Marie-Claire Pellerin, vous êtes directrice de Claro. Donc voilà, on va aller avec vous, bien évidemment, dans les détails du commerce équitable aussi, comment le commerce équitable contribue grandement à faire de la mode un domaine un petit peu plus éthique et équitable, si on peut. Alors, pour commencer, on va tout d'abord dresser un constat. Vous, j'imagine que si vous êtes là aussi, c'est que le sujet vous intéresse, donc vous devez avoir un niveau d'information déjà peut-être important. À mes côtés, Géraldine Viré, donc vous, comme on le disait, vous êtes impliquée chez Public Eye et vous êtes vraiment les agitateurs de tourner en rond. Vous publiez des investigations, des enquêtes pour que personne ne s'endorme sur ce sujet. Donc merci à vous, parce que vous me le disiez en coulisses, c'est pas toujours très drôle, mais en même temps, c'est indispensable. Donc j'aimerais que vous puissiez un petit peu nous présenter vos dernières investigations, voilà, celles qui vous ont le plus marqué, sachant que derrière vous, voilà, le PowerPoint est présent. Ah oui, et j'ai oublié une petite remarque, si ça vous va au niveau du public, vous me direz, comme on a 5 intervenantes, je propose qu'on déroule les échanges et qu'ensuite on ait un temps d'échange avec le public. On garde du temps pour ça. Est-ce que ça vous va ? Ouais, ok, super. Géraldine, vous avez la parole. Merci. Moi, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a fait ces 2 dernières années au niveau de l'enquête, au niveau des recherches, mais ce qu'on a publié ces dernières années. En fait, on travaille sur la fast fashion depuis longtemps et on a vu émerger des nouveaux acteurs. Et vous voyez sur ce slide un concert organisé en ligne par la marque Shein. Si vous n'êtes pas très jeune ou pas accro aux vêtements, vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Et si on veut savoir quelque part quel sera l'avenir
de la mode, et je le dis déjà, il est assez noir si on ne fait rien. Il faut regarder cet acteur-là, c'est un géant de la mode qui vient de Chine, qui s'est développé uniquement dans le digital et qui a vraiment pris toutes les recettes des Zara, des H&M pour les pousser à l'extrême, d'où mon titre, la fast fashion sous stéroïdes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On peut passer, pardon. Si on est, Chine, c'est un géant chinois de la mode en ligne. Ce qui a choqué beaucoup de gens, et les journalistes ont commencé à parler de ça il y a quelques années, c'est sa croissance. En gros, c'est une société qui a émergé en 2008, qui restait encore entre guillemets assez confidentielle et qui a commencé à croître 2018 et qui a été boostée réellement par la pandémie. Parce qu'évidemment, les habitudes de consommation ont changé, elles ne sont jamais revenues à leur état d'origine, c'est-à-dire qu'on consomme beaucoup plus en ligne maintenant. Si on regarde le chiffre d'affaires, on voit que ça donne quand même le vertige. 15,7 milliards de dollars en 2021, donc une croissance phénoménale. Et maintenant, cet acteur-là a dépassé ou a rattrapé en tous les cas Inditex, donc propriétaire de la marque Zara, qui est vraiment le grand nom, l'emblème de la fast fashion. Ce qu'on peut dire aussi, si on veut prendre la mesure de ce que ça veut dire cette fast fashion sous stéroïdes, je pense que la première chose, c'est peut-être de regarder l'application de Chine, d'aller sur cette application. Et là, on voit en fait un déferlement de nouveaux produits. La dernière fois où j'avais regardé, c'était pour la section femmes 250 000 produits, des milliers de nouveaux produits par jour, des codes promo. Je crois qu'on peut passer. Voilà. Donc là, les nouveaux arrivages, c'est près de 6 000. Ça, c'est une première chose. On a toujours des nouveaux articles en permanence. L'autre chose, c'est les prix. En fait, on est habitué, évidemment, avec la fast fashion, à des prix très bas, mais là, ça défie vraiment toute concurrence. Et des prix, on le sait bien, tout le monde le sait ici, je pense, mais pas tout le monde le sait en général. C'est des prix qui ne prennent pas du tout en compte ni les aspects sociaux, ni environnementaux, le coût réel de ces vêtements. L'autre chose qui donne quand même le vertige, et peut-être plus pour des gens de notre génération différente que de ta génération, mais c'est la présence de Chine sur les médias sociaux. C'est une stratégie en fait qui est assez hallucinante dans le sens où une société comme ça a réussi à inscrire l'acte d'acheter au cœur des interactions sociales des adolescents, adolescentes davantage encore sur les réseaux sociaux. Donc finalement, on va commander des vêtements, on va les essayer, on va faire des vidéos, moins parce qu'on a besoin ou envie de vêtements, mais aussi parce qu'on est dans cette dynamique de visibilité. Et ça, c'est quelque chose qui est assez dangereux dans le sens où on a de plus en plus de sociétés qui maintenant intègrent les applications d'achat aussi sur les médias sociaux, et on va faire quand même un grand supermarché virtuel où on peut parler avec ses amis et acheter des fringues en même temps. Et il n'y a plus ces limites. Donc vraiment la Chine, et Chine en l'occurrence, c'est un peu là où il faut regarder pour voir l'avenir de la mode. L'autre versant qu'on a fait, et ça personne ne l'avait fait, c'était d'aller voir chez les fournisseurs. Et là, on s'est rendu compte qu'on était dans des modèles qui rappelaient évidemment les recettes de la fast fashion, donc très vite et très peu cher, mais avec des modèles différents dans le sens où on a des petits ateliers. On y est allé, vous pouvez voir quelques photos. On n'est pas dans ces grandes usines H&M avec des milliers d'ouvrières où il y a quand même quelque part des syndicats qui ont pu s'installer d'une certaine manière, une réglementation. Ici, on est chez des petits fournisseurs, il y en a des milliers, concentrés dans une région de Chine, à Ganzhou, et c'est vraiment le village de Chine. Et depuis qu'on est allé là-bas, donc pas Publica et nous-mêmes, on a travaillé avec des enquêtrices locales. Il y a des choses qui ont un petit peu changé. Dans un premier temps, Chine a lancé des directives auprès de ses fournisseurs, pas de journalistes, s'il vous plaît. Ce qu'ils ont mal réussi à faire parce que depuis, il y a Le Monde qui est allé, il y a la BBC, il y a Channel 4. C'est devenu vraiment un sujet, mais qu'est-ce qui se passe là derrière? Et ça, je dois dire qu'on est assez fiers d'avoir quelque part lancé ce mouvement médiatique où les gens vont s'intéresser à ça, et des grandes télés en Europe et aux États-Unis aussi. L'autre chose qu'ils ont fait, c'est ce que je marquais sur le premier slide, c'est ce que j'appelle la RSC pour les nuls, c'est-à-dire de prendre les recettes de base des H&M, des Zara il y a 20 ans, quand on commence à se dire, bon, là on a un problème d'image, il faut redorer le blason. Donc ils ont engagé une responsable durabilité, ou un responsable, je crois. Ils ont commencé à soutenir des fonds caritatifs en fait, pour soutenir des entrepreneuses, pour soutenir l'économie solidaire, le recyclage, etc. Ce qui est assez cynique quand on voit en fait, le modèle d'affaires qui est basé sur la surconsommation. Donc ça, c'est ce premier volet Chine.
deuxième volet, je vais peut-être accélérer un peu. Alors, avant d'aller sur le deuxième volet, je voulais juste dire que vous pouvez retrouver, bien évidemment, toutes ces enquêtes sur le site de Public Eye. Vraiment, je vous invite à le faire parce que quand vous lisez en détail, c'est glaçant. Hein. Enfin, clairement, moi, je l'ai fait pour préparer cette soirée. Et j'aimerais aussi faire réagir Méline, donc, qui est devant moi. Méline, toi, tu as travaillé sur la fast fashion. Tu as quel âge, René ? 17 ans. Alors, attends. Est-ce que je peux prendre... Merci Géraldine. Ouais, super, merci. Et justement, 17 ans, donc je pense que tu es peut-être la plus jeune de l'Assemblée. Est-ce que tu peux nous dire, toi justement par rapport à ce que disait Géraldine, est-ce que tu sens cet impact-là ? Est-ce que déjà tu utilises les réseaux sociaux ? Tu connais ces Chines et alors tu connais bien le sujet aussi parce que tu l'as travaillé pour ta maturité, mais est-ce que toi tu es une consommatrice ? Comment est-ce que tu vois ça ? Est-ce que tu ressens cette pression à consommer, notamment quand tu utilises les réseaux pour parler avec tes copains ? Oui, alors moi justement, c'est une des raisons qui m'a poussée à faire mon travail de maturité sur ce thème. C'est que j'ai ressenti vraiment de plus en plus à travers les réseaux sociaux, mais aussi l'entourage, de toujours avoir ce besoin d'avoir des nouveaux habits, de toujours devoir vraiment... je ne sais pas comment expliquer, mais vraiment une pression d'avoir tout le temps quelque chose de nouveau, et même avec les amis. Alors, bien entendu, il y a des moyens où on peut se prêter des habits, etc., mais on ne peut pas en fait remettre tout le temps les mêmes habits. Et avec justement TikTok et Instagram, on voit aussi des influenceurs qui ont tout le temps des nouveaux habits, et ça met vraiment une pression constante là-dessus. Et donc c'est pour ça que je pense que les réseaux sociaux amplifient encore plus le phénomène. Merci Méline. Alors je vais continuer à te faire réagir au fil de la table ronde si tu l'acceptes bien, parce que c'est important d'avoir la voix d'une jeune adolescente qui a un regard intéressant sur ce sujet. Merci en tout cas pour ta participation. Géraldine, on va continuer avec vous parce que donc Public Eye, on l'a dit, vous avez mis le nez dans Chine, et puis petit à petit d'autres médias sont venus, donc on va dire que les conséquences n'ont pas été forcément de revoir la manière dont travaillait ce géant. Au contraire, c'est plutôt d'évincer les journalistes, de continuer à protéger ce modèle-là. Et vous avez donc publié une deuxième enquête qui est aussi intéressante, et j'aimerais ensuite faire réagir nos autres intervenantes sur les dark patterns. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est dans le public, les dark patterns. Je vous laisse introduire cette notion. Alors la première enquête, ça c'est pas les dark patterns, mais je vais faire très vite, c'est pas grave. On a voulu regarder un petit peu le degré de responsabilité et de transparence des acteurs en ligne. Et là, évidemment, en Suisse, on pense à Zalando, c'est la première plateforme, avec cette idée que dans leur discours, ils s'estiment, ils veulent qu'un vêtement, s'il n'est pas sur Zalando, n'existe pas. C'est-à-dire devenir un moteur de recherche pour les gens, comme Booking quelque part pour les voyages, pour les hôtels. Si on veut un habit, on va sur Zalando, avec un discours qui revient à dire on va faire quelque part un filtre, on est garant d'une mode plus équitable, on s'engage. On s'est dit ok, on va aller voir, donc pour Zalando, mais pour d'autres plateformes de tailles différentes. Et on a travaillé là-dessus. Je pense qu'il y a 2 points qui reviendront peut-être dans les discussions ultérieures. C'est la question des retours. Parce qu'évidemment, qui dit commerce en ligne dit explosion aussi de la consommation. On peut penser que d'un point de vue environnemental, c'est une bonne chose, on se déplace moins. Mais finalement, on voit qu'on commande plus, de manière plus impulsive, compulsive, et on retourne les vêtements, ou parfois on ne les retourne pas par flemme, par oubli. Et ça génère beaucoup de gaspillage. Et il y a une grande boîte noire qui est que deviennent ces vêtements. Alors, il y a ceux qui traînent dans nos armoires dont on ne fait rien, il y a ceux qui finissent dans des décharges en Afrique, il y a ceux qui sont peut-être donnés à des œuvres caritatives, on ne sait pas tellement. Et voilà, il y a des pays qui ont pris cette thématique-là à bras-le-corps, la France, l'Allemagne, qui ont légiféré pour interdire la destruction de ces vêtements, c'est-à-dire obliger une entreprise à les remettre dans le circuit ou à les donner. Ça, c'est un point où je pense que c'est particulièrement intéressant si on voit l'impact environnemental de la mode, qui est énorme. L'autre point, c'est la logistique. On a travaillé avec UNIA, le syndicat. Et là, c'est clair que le e-commerce, ça a des conséquences sociales énormes au niveau des personnes qui livrent, qui emballent. Et on n'est pas au Bangladesh, on n'est pas nécessairement dans ces pays, on est aussi en Europe. Et les conditions sont très mauvaises. Et puis dans tout ça, il y a évidemment les médias sociaux, il y a le marketing. Et puis il y a quelque chose qui a émergé, qui n'est pas nouveau. C'est les dark patterns. On peut imaginer le site de Public Eye. Vous voulez faire un don. Vous allez sur le site, je ne vous l'ai pas mis, ça c'est pas grave. Voilà, là j'ai mis 2 exemples. C'est pas le site de Public Eye parce qu'on ne fait pas ça. Mais si on prend la dark pattern de base, qui n'en est pas une au sens problématique du terme, ce serait, vous arrivez sur la page de dons
Et puis 50 francs c'est en blanc, et puis 100 francs c'est en rouge, un peu plus gros. Puis c'est une manière peut-être de vous inciter gentiment à cliquer sur le 100 francs plutôt que le 50. Ça c'est un exemple assez classique de choses marketing que tout le monde fait. Les dark patterns, ce n'est pas nécessairement ça, mais ça part de ça, c'est-à-dire une modification d'une interface pour inciter l'internaute à prendre une décision plutôt qu'une autre, ou à ne pas prendre une décision. Donc l'exemple type au niveau de la surconsommation, mais ça s'applique aussi sur Booking par exemple, on va vous dire attention, plus que 3 articles en stock. Et puis on va vous envoyer des push, des alertes, et si on est tranquille, on hésite à acheter quelque chose, ben voilà, on joue sur ce biais cognitif de la peur de manquer une bonne affaire, manquer quelque chose pour pousser un acte impulsif, qui évidemment est plus facile en ligne que quand on est dans un magasin physique. L'autre exemple qui concerne pas seulement les vêtements, c'est la question des cookies, donc la protection des données. Ça va être d'empêcher les gens de refuser les cookies ou de les inciter fortement à les accepter. Il y a tout plein de choses comme ça, empêcher de supprimer un compte. Et en fait, quand il y a cette utilisation-là qui est modérée, je crois que ça fait partie du jeu maintenant. Mais ce qu'on remarque, par exemple, sur Shein, c'est une utilisation effrénée de ces dark patterns. Dans un univers où on est surstimulé et en permanence, avec des offres, des prix déjà très bas et des pop-up et tout ça. Et voilà, il y a un peu cette évolution-là et le cadre législatif derrière ne suit pas du tout. Il n'y a pas d'encadrement de ces pratiques-là. Par exemple, est-ce que c'est normal qu'en 3 clics, on ait fait un compte et puis qu'il fasse 3 mois pour en supprimer un compte, des choses comme ça. Et là aussi, c'est un des points, on y reviendra après, où on peut agir. Et ça a beaucoup d'impact, je pense, sur la surconsommation, ces questions-là. Et à la fois pour les gens qui n'ont pas l'habitude de cet environnement, parce qu'on peut peut-être plus facilement se faire avoir, mais aussi, je pense, pour les gens, les plus jeunes qui vivent dans cet environnement et qui ne sont pas quelque part choqués ou scandalisés, qui joueront peut-être aussi le jeu. Donc c'est un sujet qui est important, on a bossé avec la FRC et je pense que c'était une bonne manière d'approcher les choses. Et justement, pour rebondir, tout de suite, on a la chance d'avoir Isabelle Pasquier-Eichenberger, donc qui est conseillère nationale Les Verts, sur cette question justement de la régulation. Géraldine nous dit, en fait, non, il n'y a pas de cadre juridique. Voilà, les dark patterns, c'est OK, ça incite à consommer dans un contexte d'urgence climatique, et puis voilà, de conditions de travail très, très dures, et puis ça pose la question de la protection des données. Donc, quel est votre regard sur cet encadrement ? Alors justement, cette enquête qui a été faite en collaboration entre Publica et la FRC, la secrétaire générale de la FRC, Sophie Gigon-Michaud, qui est conseillère nationale aussi verte, a du coup directement traduit ses préoccupations au sein d'un postulat qui permet en fait justement qui charge le Conseil fédéral, parce qu'on n'a pas une réponse toute simple, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Donc dans un cas comme ça, on peut faire un postulat qui charge le Conseil fédéral de creuser le thème et de réfléchir à quelle manière régler ce problème. Donc voilà, après, tout ça prend du temps. Le postulat, c'est 2 ans, et puis après, il y aura une base légale. Mais disons, c'est grâce à cette enquête, c'est maintenant sur la route. Merci beaucoup Isabelle. Jeanne von Segesser, pour aller avec vous sur la Fashion Revolution, donc en Suisse romande, vous représentez cette structure. On a vu avec Géraldine ce constat qui est assez effroyable de la mode à l'international, de la manière dont nos vêtements sont produits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, sans aller tout de suite sur vos mobilisations, mais de quel constat est parti votre mouvement, qui est un mouvement international aussi ? Oui, bonsoir. Donc en fait, nous, le mouvement a été vraiment créé en 2013 à la suite justement de cet incident tragique au Bangladesh du Rana Plaza où il y a eu plus de 1000 blessés et plus de 1000 morts et plus de 2000 blessés. Et en fait, c'est depuis là en fait que Orsola De Castro, donc la fondatrice du mouvement Fashion Revolution, a voulu lancer justement ce contre-mouvement qui est la slow fashion, et puis vraiment institutionnaliser, donner de la voix justement aussi à toutes ces marques qui font des choses qui sont faites de façon éthique et qui œuvrent pour une durabilité dans le monde de la mode. Donc c'est vraiment à partir de cet incident que le mouvement s'est mis en place au niveau international, et en fait dans chaque pays il y a des associations nationales qui reprennent le relais et après qui dispatchent dans chaque ville ou dans chaque région avec des ambassadeurs ou des coordonnatrices régionales. D'accord, donc depuis 2013, et en Suisse, depuis combien de temps ? En Suisse, depuis 2018. D'accord. Et donc,
finalement, on va rester sur votre mobilisation maintenant, parce qu'on en vient, maintenant que le constat a été dressé. Encore une fois, vous pouvez retrouver les enquêtes de Publica sur leur site. Il y en a d'autres aussi sur les chaussures, notamment la confection des chaussures. Passionnant. Enfin, ça fait toujours froid dans le dos, mais c'est passionnant. Avec vous, Jeanne, si vous pouvez, effectivement, donc on a compris le point de départ de Fashion Revolution. Aujourd'hui, donc depuis 4 ans, quelles sont les actions que vous avez pu mener? Quelles sont les prises de conscience que vous avez essayé d'éveiller? Comment se passe votre mobilisation, vous, et puis avec votre équipe, bien sûr? Oui, alors, est-ce que je peux avoir le... Il ne marche pas? D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez passer à la prochaine? Voilà, donc nous, en fait, vraiment, c'était de déjà faire prendre aux gens, vraiment leur donner cette conscience collective que, justement, la mode rapide, elle n'est pas gratuite, que vraiment, à un endroit spécifique, enfin, partout dans le monde, il y aura des conséquences qui sont liées directement à cette consommation, cette ultra-consommation de la mode. Donc c'est pour ça qu'on a justement fait Fashion Revolution, parce que nous sommes tous impliqués, donc tout en tant que nous consommons des vêtements, nous avons besoin de consommer des vêtements à moindre mesure en tout cas, et ça implique justement autant les étudiants que les acteurs politiques, que tout un consommateur. Et si vous pouvez passer la prochaine slide, ça a justement des conséquences. Et on voit en fait que ces conséquences, elles ont explosé depuis 2000. Donc vraiment, on a vu que la production en fait en tant que telle, elle a vraiment plus que doublé depuis 2000. Et aussi que en fait, le fait de doubler, ça ne veut pas dire que les gens vont plus porter leurs habits, mais c'est juste qu'en fait qu'ils vont plus accumuler justement tout cet amas d'habits dans leur dressing, et qu'en fait plus de 40% de ces habits ne sont pas portés en fait. Donc c'est vraiment justement comme on parlait tout avant, de ce neuromarketing qui est généré par les marques, en fait fait que les gens sont pris un peu par les émotions, par leurs sentiments, pour consommer de façon rapide, parce qu'ils ont peur justement peut-être de manquer du produit, parce que justement ils ont ce compteur qui montre les produits qui vont disparaître s'ils ne décident pas dans les 2 jours qui suivent, où leur panier va se vider, etc. Et puis justement, en fait, ça c'est un peu la réaction directe que le consommateur va avoir, mais par contre, ça se retransmet pas forcément dans leur dressing. Donc, dans le dressing, les gens peuvent avoir plein de choses qu'ils vont pas mettre parce que justement, c'est pas la bonne taille. Le produit, par exemple, ça va coûter plus cher de le retourner que de le garder parce qu'il coûtait pas cher à la base. Et puis que peut-être le retourner, ça va ou se déplacer pour le retourner dans la période impartie, ça va demander trop d'efforts par rapport en fait à l'effort qu'on avait juste de cliquer sur son smartphone. Donc voilà, donc il y a autant des coûts environnementaux qui sont en jeu que des coûts sociaux. Et vous pouvez passer la prochaine. Et ça, vous pouvez aussi continuer. Ça, c'est vraiment ce qu'on a envie de mettre en avant. C'est pourquoi nous avons besoin d'une Fashion Revolution. C'est parce que justement, autant au niveau de la production des produits, il y a un coût environnemental qui est énorme. Donc là, où on peut voir typiquement que pour produire un t-shirt en coton, il faut plus de 2720 litres d'eau. Et puis ça, c'est vraiment des chiffres. Des fois, c'est un peu difficile de comprendre dans son quotidien justement à quoi correspondent ces chiffres, parce qu'on se dit, bon, ok, ça fait beaucoup d'eau, mais en fait, dans mon quotidien, à moi, qu'est-ce que ça représente? Et c'est pour ça que je trouve que ce chiffre il est très important, parce que ça correspond vraiment à 3 ans d'eau potable qu'une personne va boire. Et quand on fait ce rapport entre, un t-shirt correspond à 3 ans d'eau potable que je vais boire, moi, dans ma consommation propre, et si je mets en lumière avec le nombre de t-shirts ou d'habits que j'ai dans mon dressing, en fait, je peux boire jusqu'à la fin de ma vie. L'équivalent en fait est énorme. Et puis après aussi le problème, c'est que de nos jours, la plupart des vêtements sont en matière synthétique. Donc au niveau de tout ce qui est le circuit en fait de l'habit de la création de l'habit jusqu'à ce qu'il soit recyclé ou détruit, ça prend beaucoup plus de temps. Alors qu'avant les matières premières, elles étaient en fibres naturelles. Donc voilà, en quelques années, peut-être une dizaine d'années maximum, l'habit retournait en fait à son état d'origine et puis disparaissait, donc ne polluait pas la planète. Alors que maintenant, la fibre synthétique, ça prend plus de 200 ans pour être désintégrée. Et puis malheureusement, on ne peut pas la revaloriser en tant que telle, parce que aussi le problème, c'est que on peut pas souvent on ne peut pas la réutiliser. Donc en fait, le recyclage ou l'upcycling est d'un premier point trop cher
au niveau de l'upcycling, enfin voilà, le fait de devoir désintégrer ces produits, ça prendra trop de temps et ça coûtera trop. Et après, malheureusement, il ne sera pas viable à long terme au niveau de l'environnement. Et puis après aussi, au niveau des coûts sociaux, ce qu'on voulait mettre en avant, c'est que, comme mentionné avant Géraldine, c'est que maintenant le problème n'est plus en fait à l'autre bout du monde. Donc, vous pouvez montrer aussi encore, il y a une slide qui va tomber. C'est que maintenant en fait le problème, il est autant en Europe qu'en Asie du Sud-Est ou en Asie tout court ou dans les autres parties du monde. C'est que le minimal cost of living, donc voilà le coût vital de la vie que ces gens qui travaillent dans cette industrie de la mode, en fait il n'est pas couvert ni au Bangladesh ni en Europe. Donc maintenant vous avez vraiment toutes ces marques comme Shein et toutes ces marques de ultra fast fashion et de fast fashion qui vont donc pas engager évidemment ces personnes elles-mêmes, mais vont en fait sous-traiter à plein de petites fabriques qui malheureusement elles vont aussi resous-traiter et ça crée justement toute une chaîne de précarité où l'employé final n'a aucune assurance, n'arrive même pas à couvrir ses frais minimaux de logement, de nourriture, de soins, etc. Et c'est ça en fait que Fashion Revolution a aussi voulu mettre en avant, c'est montrer que par rapport à un habit, il y a plein de conséquences, et que ce soit environnemental ou social. Et là, c'était un peu pour vous montrer un peu depuis les années 50, c'est justement cette accélération qu'il y a eu dans la mode. C'est que dans les années 50 jusqu'à les années 80, on avait 2 saisons par année. Après, on est passé à partir des années 80 à 52 micro-saisons par année. Donc déjà là, on peut se dire, mais c'est énorme en fait, on aurait pu en rester là. Et puis malheureusement non. Depuis l'ultra fast fashion, donc depuis je dirais en tout cas de 2010, on passe à, comme mentionné Géraldine, à plus de 6000 articles différents par jour sur les réseaux, sur le web en fait. Donc depuis qu'il y a eu justement cette explosion du digital, on a une suroffre qui est justement plus stimulée par tous ces réseaux sociaux, etc. Et non seulement il y a une suroffre au niveau de l'habit même, mais après, justement, avec tous ces allers-retours des paquets qu'on prend, qu'on ne prend pas, etc., ça fait de la pollution grise en plus du produit en tant que tel. Donc voilà, non, vous pouvez rester là, c'est parfait. Non, vous pouvez la passer. Donc voilà, donc ça c'était vraiment le but de Fashion Revolution, c'est vraiment ces 5 points-là, c'est vraiment tout d'abord de sensibiliser les gens au vrai coût de la mode, de respecter les hommes et la planète, connecter la chaîne de valeur, donc vraiment montrer de A à Z toutes les parties prenantes, depuis l'agriculture jusqu'au consommateur final, les personnes qui sont impliquées. Et puis de demander un changement à l'échelle de l'industrie, que ce soit social, environnemental et politique, et après de faire en sorte qu'il n'y aura plus jamais des tragédies comme le Rana Plaza. Alors c'est évident, Jeanne, que votre mobilisation, la Fashion Revolution, elle est indispensable, parce que les chiffres que vous présentez, et comme les études aussi que mène Géraldine, sont glaçantes. On a l'impression qu'on est dans un train là qui n'a plus de frein. On est parti à grande vitesse. Donc par chance, dans nos intervenantes, il y a des petites solutions de frein. Donc on va les exposer ensemble. Mais c'est vrai que c'est assez glaçant d'être pris dans ce grand tambour de machine à laver. Là, c'est impressionnant. Donc justement, Anja Imo-Bergsteg, avec vous, vous représentez ce soir donc la Swiss Fair Trade, et vous êtes notamment engagé dans cette campagne, la Sustainable Textile Switzerland 2030, donc 2030. En 2030, donc vous allez nous raconter comment est née cette campagne, et puis quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés, quelles solutions, vous mettez en regard avec ces objectifs pour pouvoir rendre la mode un petit peu plus éthique, pour trouver des pistes de réflexion. Je commence peut-être juste par dire un mot sur Swiss Fair Trade, donc, qui est l'association fêtière des organismes de commerce équitable en Suisse. On a 3 champs d'action principaux qui sont le centre de compétences, défense d'intérêts et puis action d'information au public. Donc ça, c'est un peu les 3 domaines dans lesquels on est actif.
pourquoi, là on peut peut-être aller, voilà, l'importance du commerce équitable, il y a juste une définition derrière vous. Je fais la nuance entre, on parle souvent de mode éthique. Éthique ne veut pas forcément dire équitable, donc c'est vraiment deux notions différentes dans le commerce équitable. Bien qu'en Suisse, on n'ait pas de législation à ce niveau-là, le commerce équitable, il y a des normes et des standards minimums pour pouvoir parler de commerce équitable. Tu peux aller au suivant. Ouais. J'ai mis ce slide parce que c'est un chiffre qui me paraît très relevant. Pourquoi l'importance du commerce équitable, et tout particulièrement quand on parle également de mode. Le chiffre général de la consommation, enfin l'empreinte de la consommation en Suisse, elle se fait pour les 3/4 à l'étranger. Donc ça, c'est un chiffre qui est juste monumental. Quand on parle de la mode, je pense qu'on est plus aux alentours des 96 à 99%. Donc là encore, une importance vraiment de recourir à des manières de consommer qui soient un minimum respectueuses des conditions qui se font à l'étranger, puisque cette empreinte se fait à l'étranger et pas chez nous. Jeanne l'a mentionné juste avant. On parle d'équité, c'est pas parce que c'est fait en Europe que c'est équitable. J'ai mis 2 chiffres ici. Il y a d'une part le travail des enfants qui a augmenté en Europe. On parle de 8,3 millions d'enfants qui travaillent en Europe à l'heure actuelle. Et puis, effectivement, comme l'a mentionné Jeanne avant, les salaires minimums ne suffisent pas pour la subsistance des personnes qui travaillent dans ce milieu-là. Et c'est le cas aussi bien en Asie et également en Europe. Et il semblerait même que l'écart est plus grand en Europe qu'en Asie. Au niveau des campagnes de sensibilisation, d'information qu'on a au sein de la fêtière, on a d'une part la campagne Fairtrade Town, qui est une campagne de sensibilisation au commerce équitable. C'est en fait une distinction qui est, enfin, une campagne qui s'adresse aux villes et aux communes, avec une distinction pour celles qui s'engagent dans le commerce équitable. La campagne, elle se fait en fait, d'une part, il y a tout un volet public avec les administrations de la ville, le volet des achats publics également, qui est un volet extrêmement important. Je donne un exemple. Si dans une ville, vous souhaitez renouveler les uniformes de la police ou ce genre d'achats qui se font en masse, les appels d'offres également, en termes de chiffres, ça a une importance extrêmement grande. La difficulté aussi pour ces grandes quantités, c'est d'avoir d'une part, il y a d'un côté la demande, mais il faut que l'offre puisse y répondre aussi, et ça c'est un challenge assez important pour le commerce équitable. On n'arrive pas forcément à le faire à des telles échelles. Et puis, le deuxième volet de la campagne, c'est aussi une sensibilisation au niveau privé, donc de l'économie privée, donc les commerces, les restaurants, les entreprises. Donc voilà. Et puis à ce titre, d'ailleurs, Genève obtiendra la distinction Fairtrade Town la semaine prochaine. Donc si jamais vous êtes cordialement invités, c'est le 24 novembre. Petit coup de pub. Merci Ania. Ensuite, on a également la Fair Week. C'était, comme l'a mentionné tout à l'heure Lara, c'est en fait un projet qui est né donc de l'association Romande des magasins du monde, de Swiss Fairtrade, Action de Carême, et puis on a plusieurs magasins du commerce équitable qui se sont joints également à l'organisation de cette Fair Week, qui se veut vraiment un contre-mouvement au Black Friday. Donc voilà, pour l'instant, c'est un événement qui a lieu à Genève et à Carouge, mais pourquoi pas imaginer nationaliser cet événement. Et la campagne Sustainable Textile Switzerland 2030, donc effectivement c'est un programme multipartite, donc là qui est porté également par la fêtière, mais également par la fêtière du textile, donc Swiss Textiles, et puis Amphori. Et puis on a donc le soutien du SECO et puis de l'OFEV dans ce cadre-là. Au niveau des 4 objectifs que s'est fixé le programme, c'est donc la réduction des gaz à effet de serre, la promotion de salaires équitables et de conditions de travail décentes,
La promotion de modèles d'entreprises innovants, notamment dans le cadre de l'économie circulaire. Et puis, le dernier point, c'est la transparence pour garantir des décisions d'achat qui soient durables. Et donc, ce programme s'adresse donc principalement aux acteurs du textile. À l'heure actuelle, on en a 20 qui se sont engagés. Là, on parle plutôt des poids lourds de l'industrie de la mode en Suisse. Je donne quelques exemples. Mammouth, Kalida, c'est plutôt des grandes marques qui se sont engagées dans ce programme. Et l'idée, c'est justement de leur offrir également des outils et puis une espèce de gouvernance pour arriver à respecter ces objectifs d'ici à 2030. Ce sont des marques qui étaient déjà engagées ou en tout cas qui avaient peut-être eux-mêmes déjà défini des critères, des choses comme ça et qui ont voulu rejoindre votre campagne? Pas nécessairement, en fait, on y trouve un peu de tout. Il y a aussi la Coop, la Migros, donc on connaît peut-être un volet de la Coop qui est Natural Line, qui font des choses bien, mais ils font aussi beaucoup d'autres choses pas bien. Donc c'est pas forcément des marques qui sont particulièrement engagées à la base. Et donc cette campagne, donc l'objectif c'est qu'en 2030 ces 4 objectifs soient remplis et vous espérez, c'est peut-être difficile à dire aujourd'hui, mais là vous avez 20 entreprises, 20 producteurs de textiles qui sont avec vous. Combien est-ce que vous aimeriez en toucher? Alors au niveau des objectifs qui se sont fixés, donc il devrait y en avoir plus d'une centaine, c'est l'idée. Maintenant, c'est clair que c'est un programme qui est en développement, il est encore tout jeune, donc il y a encore beaucoup de choses qui se font un petit peu au fur et à mesure de notre avancement. On se rend compte aussi qu'il y a certaines choses qui sont peut-être pas optimales, donc il y a certaines choses, il faudra peut-être qu'on donne une autre direction. Parce que voilà, il y a aussi des choses qui sont, on a des limites, on n'a pas de pouvoir contraignant non plus, donc les marques peuvent s'engager, mais on ne peut pas non plus garantir qu'effectivement en 2030 ce soit le cas. Mais par contre le signal est important, et je pense que c'est important aussi qu'on ait une initiative au niveau national qui permette de fédérer des acteurs du textile dans ce domaine-là. Il y a aussi des branches, on en parle peut-être moins, parce que là on parle de la mode, mais nous on parle vraiment du textile au sens large, donc on parle aussi par exemple des draps de lit, de toute cette... et des secteurs qui sont intéressants. On a des discussions qui sont en cours avec des partenaires peut-être potentiels, donc ça peut être aussi dans la branche de l'hôtellerie par exemple, où il y a beaucoup à faire. Pour donner certains exemples, donc on peut imaginer des acteurs du textile, mais aussi des grands utilisateurs textiles. Donc ça peut être, je sais pas, la Poste, les CFF, qu'en sais-je. Et le fait qu'ils soient membres de cette campagne, ils peuvent communiquer dessus. C'est quelque chose qu'ils peuvent mettre en avant pour leurs consommateurs. Alors ils peuvent communiquer dessus, mais il n'y a pas de logo qui peut être utilisé. On ne peut pas mettre sur l'étiquette de l'habit. Ça c'est pas un label, quoi. D'accord, donc c'est plutôt parce on va en parler, mais il y a énormément de labels qui existent. Donc oui. En tant que consommateur, consommatrice, c'est aussi pas toujours évident de savoir qui fait quoi vraiment en coulisses. Donc là, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que les entreprises qui signent pour entrer dans cette campagne-là ne vont pas forcément communiquer dessus. Donc c'est un engagement qui est plus sur du long terme, de faire changer leurs pratiques en interne et peut-être in fine d'avoir un label. Alors, ils ont une feuille de route, effectivement. Donc le premier objectif, c'est celui qui doit être réalisé en premier. Donc il y a déjà l'exigence de faire un bilan carbone. Là où on se rend compte, par exemple, la difficulté d'une petite marque, ça va être que le fait de faire un bilan carbone, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux. Donc voilà, c'est pour ça que au niveau de ces 4 objectifs-là, on s'adresse vraiment plutôt à des grands acteurs, mais on est en train de réfléchir aussi à comment intégrer des plus petits acteurs qui déjà ont peut-être déjà aussi on va dire un résultat à la base qui est meilleur que pour d'autres. Donc voilà, comme je dis, c'est un programme un petit peu en évolution. Donc ils ont cette feuille de route, ils commencent, je crois, ils ont 18 mois pour réaliser le premier objectif, et ensuite on passe à la suite. Merci Ania. Alors avant Marie-Claire Pellerin d'aller vraiment sur le volet du commerce équitable dans la mode, parce que vous allez nous présenter beaucoup d'initiatives et voilà comment vraiment ce pan du commerce peut venir en ouverture à cette fast fashion, je voudrais faire réagir Géraldine
après je vous donne la parole, sur la Clean Clothes Campaign, parce que la campagne que vous défendez, Anya, elle ne s'adresse pas uniquement aux entreprises qui sont dans le commerce équitable. Il y a Mammouth, il y en a d'autres, enfin, voilà, qui sont dans le commerce plus traditionnel, quoi. Et là, Géraldine, du coup, en rebond, j'aimerais que vous puissiez nous présenter cette campagne-là, voilà, de Clean Clothes Campaign. Vous n'êtes pas toute seule, d'ailleurs, hein, il y a aussi Pain pour le prochain, Action de Carême, voilà, je vous laisse la parole. Peut-être que je rebondis juste quand même, parce que, enfin voilà, Publica, il y a une vision assez critique en fait de cette campagne, de cette initiative. Moi, j'ai vu, je crois que c'était aujourd'hui le lancement du site, et c'est vrai que ce volet qui revient à donner des conseils, à accompagner les consommateurs, consommatrices, je le trouve hyper intéressant. Nous, on est évidemment un tout petit peu plus critique sur ces initiatives multipartites, ou finalement qui ne sont pas contraignantes, tu le disais, parce que même si l'entreprise ne peut pas aller mettre un logo sur son étiquette, évidemment que d'une part, elles se servent quand même de ça, souvent dans leur communication. Nous, on le voit dans nos enquêtes, ce genre d'initiative, on nous dit « non mais vous inquiétez pas, nous on fait partie de ça, on a une feuille de route, on a des objectifs à remplir », avec cette espèce d'idée qu'il y aura un contrôle derrière. Et ça, on en discutera peut-être après, mais je me demande dans quelle mesure on a un vrai contrôle derrière. Et de l'autre côté, d'un point de vue des gouvernements, c'est souvent aussi, voilà, le SECO, etc., sont partie prenante de ça, et c'est aussi un argument qu'on entend très souvent pour ne pas agir au niveau législatif. Et de mon point de vue, en tous les cas, je ne dis pas que ce genre de campagnes sont inutiles, pas du tout, mais je pense que ce n'est pas suffisant, et on arrive à un stade où il faut bouger, en tout cas sur certains points, c'est évident, d'un point de vue du cadre légal. Donc ça, c'est un message, évidemment, Publica qui le porte, la campagne Clean Clothes le porte, pour revenir à ça. Donc cette campagne Clean Clothes, elle existe depuis des décennies maintenant, j'ai plus la date en tête. Moi, j'ai 1999. Julien saura. Mais c'est ça. Ah oui, dans les années 90. Aux Pays-Bas. Voilà, c'est un peu l'époque aussi no logo, Nike, la découverte du travail des enfants au Pakistan et dans d'autres pays, cette prise de conscience de ce qu'il y a derrière, qui a créé ce mouvement avec des sections dans différents pays qui travaillent ensemble sur des campagnes internationales avec une grosse force de frappe quand même, mais aussi cette idée d'avoir un ancrage régional et des liens forts avec les syndicats, les couturières elles-mêmes aussi dans les pays. Des enquêtes communes, mais des enquêtes séparées. Et puis, il y a vraiment ce volet de campagne publique, un volet d'enquête qui est plutôt national et de mobilisation assez fort. Et donc aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous communiquer des... Alors, c'est sur de la sensibilisation, de la prise de conscience du consommateur. Est-ce qu'il y a des faits marquants de victoire de cette campagne que vous avez envie de partager ou de moments qui vous ont, vous, peut-être aussi marqué en tant que militante, quoi? Les victoires dans ce domaine, c'est toujours un peu difficile, mais je pense qu'il y a deux moments qu'on peut soulever. Le premier, c'est le Rana Plaza, on en a parlé avant. Et ça, c'est clair que ça a marqué un tournant quand même au niveau de l'opinion publique. Quand on voit ce bâtiment qui s'effondre, ça a fait le tour du monde. Moi, je me souviens, j'étais en congé maternité ce jour-là. Et tout d'un coup, j'étais là en me disant, bon, ton congé maternité, chouchou, c'est fini. Il faut retourner au travail. Et effectivement, parce qu'il y avait une brèche pour dire aux gens, regardez ce qu'il y a derrière, qui malheureusement souvent ne dure pas longtemps. En fait, on oublie ces images. Il n'y a pas que l'opinion publique, il y a le niveau aussi des marques, du comportement. Et c'est vrai que là, elles ont beaucoup nié se fournir au Rana Plaza jusqu'à ce qu'on ressorte des étiquettes, Benetton et autres. Bon, on ne peut plus nier. Et puis elles ont dû faire ce qu'elles font jamais. Et là, j'en reviens avec ce parallèle entre contraignant et pas contraignant. C'est signer un accord contraignant sur la sécurité des bâtiments. C'était la première fois qu'il y avait un accord international qui a valeur de contrat. Elles s'engagent à améliorer la sécurité dans les usines, à financer aussi. Donc ça porte que sur la sécurité, malheureusement. Et ça, je pense que c'est un tournant, parce qu'au Bangladesh, en tous les cas, ça a amélioré la situation, même s'il reste beaucoup de problèmes. Les salaires et la sécurité aussi, pour être honnête. Mais c'est mieux. Et l'autre moment, moi, qui m'a marqué dans mon travail, c'est le Covid. Parce qu'en fait, voilà, il y a une rupture des chaînes d'approvisionnement. On est ici, on ne pense pas exactement aux conséquences que ça va avoir. Et puis au début, les marques étaient très... Enfin, on voit qu'il y avait un problème d'approvisionnement, que les choses allaient se bloquer. Mais très vite, elles ont recommencé à faire des affaires. Elles en ont fait beaucoup en ligne. Mais les couturières et les couturiers, eux, les ouvriers, ont mis vraiment très longtemps avant de toucher déjà les premiers
enfin, le fruit de leur travail. Il y a eu des suspensions de salaire, il y a des salaires qui sont toujours impayés. Et voilà, c'était des gens qui étaient dans des situations très précaires et puis ça a empiré de manière assez forte. Donc ça, c'est 2 moments et on voit qu'en fait, en temps de crise, c'est comme dans d'autres secteurs, les grandes entreprises, quoi qu'elles disent, elles profitent des crises en général et puis les personnes qui sont déjà exploitées en souffrent d'autant plus. Et au niveau des gouvernements, de l'action des gouvernements, de fait de légiférer sur ce qui peut se passer sur leur territoire, est-ce que vous avez assisté à des avancées ? Des petites avancées. Je crois que si on regarde un petit peu ce qui se passe dans l'Union européenne, par exemple, sur ce qui est stratégie textile, qui est sur les rails, entre guillemets, on voit qu'il y a quand même une volonté plus forte. Après, il faudra voir ce que ça donne à la fin. Mais ce qui est clair, c'est que la volonté, elle est bien plus forte qu'en Suisse. Et c'est un peu le discours qu'on a en Suisse, c'est de dire on va promouvoir des modes de consommation responsables. Et c'est aussi ce qu'on fait ici ce soir en discutant. Et c'est très bien. Mais ça ne suffit pas. Et là, on voit que même sur des points particuliers, je mentionnais les retours qui ont un impact environnemental énorme, il n'y a pas l'air à ce stade d'avoir une très très grande volonté de légiférer. On se dit, soit la Suisse n'a pas d'impact, on est trop petit, on n'a pas une grande industrie, ou on a un trop petit marché, soit on se dit, en fait, c'est la liberté de commerce, quelque part, on ne va pas aller contre le progrès, mais c'est faux, parce que le progrès, il faut l'encadrer. Oui, tout à fait. Et puis on reviendra tout à l'heure avec vous, Isabelle, sur le cadre juridique. Marie-Claire Pellerin, vous êtes directrice de Claro. Donc on va faire un focus à partir de maintenant vraiment sur le commerce équitable. On a commencé un petit peu avec Anya, mais là, parce que vous avez aussi derrière vous cette magnifique table d'exposition où vous avez des produits issus du commerce équitable textile. Donc voilà, Marie-Claire, j'aimerais bien avec vous qu'on puisse plonger dans la mode équitable et pas forcément éthique, comme l'expliquait Anya, et voir avec vous dérouler un petit peu cette historique, comment ça se passe à l'autre bout de la planète, ces produits justement qu'on peut acheter en Suisse ici avec toute une chaîne de production qui est vertueuse. Avant de commencer, j'aimerais bien compléter, c'est que pendant la crise de la Covid, il y a eu des annulations de commandes et qu'en fait, ça a été le plus grand problème que les grands groupes se sont pas intéressés pour les personnes qui travaillent, pour les entreprises. En fait, ça a mis les entreprises textiles, donc dans ces pays où les normes sont déjà très faibles, encore plus sous pression. Et la pression, en général, elle est donnée plus loin, donc ça arrive au bout de la chaîne. Et ça, c'est dramatique et c'est quelque chose qui, visiblement, n'intéresse personne. Et ce sont des grandes marques comme Adidas ou Nike qui font partie du jeu aussi. Claro est resté dans les années 50, donc ça veut dire maximum deux saisons par an, et pas je ne sais pas combien. On était à combien, Jeanne? 600 52 pour la fast fashion, et puis 6 000 articles par jour pour la fast fashion. Ouais, voilà, 52 saisons par an dans la fast fashion et 2 donc dans le commerce équitable. Et c'est nécessaire parce qu'en fait, quand on réfléchit, les fibres utilisées dans les textiles, nous on travaille qu'avec des fibres naturelles, elles doivent pousser, elles doivent être teintées, il y a tout un travail derrière et ça se fait pas du jour au lendemain et il y a besoin aussi de développer des produits, ça se fait en une année, donc nous on est vraiment super slow, donc on n'est pas non plus axé sur la mode dernier cri. Notre but, c'est en fait d'offrir une palette de produits qui permettent aussi par exemple, de changer de look avec très peu d'énergie. Donc, ça veut dire changer son bijou, changer un foulard, changer un accessoire, l'utiliser par devant, par derrière. Donc, d'avoir une autre approche par rapport aux produits. Claro, c'est un réseau de producteurs, d'artisanat, enfin de personnes, donc c'est 200 groupes, c'était la première slide, pardon. C'est des talents, on voit ça comme des talents, comme des ressources, on ne voit pas ça comme des ressources à utiliser, à surutiliser, donc c'est un aspect totalement différent. Il faut aussi un certain savoir commercial, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus si simple d'exporter des produits, on ne fait pas des aides, on est dans un système commercial malgré tout. On peut passer à la suivante. Et pour faire marcher cette idée, depuis 45 ans, c'est pas depuis hier, on a besoin de beaucoup de personnes en Suisse qui s'engagent toutes pour le commerce équitable, que j'aimerais remercier ce soir. Je sais qu'il y en a quelques-unes parmi vous. Merci de tout cœur, parce que sans vous, ça n'existerait pas.
Comme on a entendu, il y en a des groupes en Suisse qui font équitable et non équitable en même temps. Et malheureusement, personnellement, je suis au courant qu'on peut même subventionner le non équitable pour mettre en valeur l'équitable. Et pour moi, c'est éthiquement parlant insupportable. Ça, c'est notre entreprise qui existe depuis les années 77, qui s'appelait OS3, qui a été transformée en entreprise par action. On fait que 100% équitable, donc on n'a pas vraiment le choix. On peut passer, on est à Bienne, à Orpont, c'est un petit village. Ce qui nous tient à cœur, en fait, c'est de soutenir ces personnes par le commerce et pas avec des projets de bienfaisance. C'est des perspectives, d'utiliser des perspectives à long terme. Et puis le reste, je le passe parce que je pense que c'est moins textile. Passer au sujet, le cœur du sujet, ça c'est un tas de vêtements qui a été fait à Bâle, donc c'est pas au bout du monde, c'est ici en Suisse et ça représente la quantité de vêtements rassemblés pour la ville de Bâle en une journée. Et je pense que vous voyez la personne qui est à droite à côté de l'escabeau, c'est une personne humaine, elle fait je pense à peu près 1m70, plus ou moins, et le tas est plus grand qu'elle. C'est juste pour visualiser vraiment ce gâchis de ressources. Et bon, on a déjà eu pas mal d'explications. Donc pour nous, il y a 3 problèmes fondamentaux, et puis c'est assez connu. Lara, tu vas un peu trop vite. Mais bon, je vais résumer parce qu'il est déjà tard et vous avez déjà entendu plein de choses. Je pense que la discussion est aussi intéressante. Donc c'est les droits de l'homme, les droits de la femme, parce que c'est surtout des femmes qui travaillent dans le textile. Ça a besoin de mains habiles et très rapides et très exactes, et ça c'est une qualité féminine. Ensuite, la destruction de l'environnement, ça on n'en est pas conscience que la nature c'est notre base de vie. Si on la détruit, qu'on la pollue, on n'a pas parlé des paysans, par exemple pour le coton. Le coton biologique, ça représente 2% du coton au niveau mondial. Donc c'est ridicule, ça veut dire que 98% vont être plantés avec beaucoup de produits chimiques. C'est des plantes qui détruisent les sols, et quand on détruit les sols d'un paysan, au bout d'un moment, il n'y a plus de produits. Ça s'arrête aussi. Donc de toute façon, la nature nous donne les bonnes leçons, et si on ne l'écoute pas, un jour ou l'autre, on aura d'autres questions à se poser. Et ensuite, la montagne de déchets, ça c'est un problème aussi pour les pays en voie de développement, parce que tous les vêtements qu'on n'utilise pas repartent souvent sur des marchés quelque part bien loin, par exemple en Afrique, et ça veut dire que les petites couturières ou les petits couturiers, eux, ils ne peuvent pas tenir parce qu'ils n'ont pas les mêmes tissus, ils n'ont pas la même qualité, et en fait ça fait une concurrence directe, on va dire, pour des textiles qui seraient beaucoup plus durables sur place, donc ça a des conséquences qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Je ne parle pas des montagnes, il existe des montagnes comme ici, on a des montagnes en pierre, des montagnes magnifiques avec de la neige peut-être. Eh bien, il existe des montagnes textiles aux alentours de bidonvilles, et il y a des enfants qui vont jouer et qui disparaissent dans ces tas de vêtements. Donc je vais pas noircir encore plus le tableau, mais quand on y réfléchit, qu'on a conscience de ce qui se passe avec ce problème, je pense que c'est vraiment le moment de discuter aussi avec d'autres personnes, parce qu'en fait on est tous reliés ensemble, et quand on parle ensemble on peut changer les choses, ça j'en suis convaincue. Donc voilà, notre approche, c'est l'écologie et le côté social. On va partir à Calcutta. Le commerce équitable, ça commence toujours avec des personnes. La dame qui est assise à côté de la personne qui est en train de traiter des fils, vous voyez, c'est du travail manuel qui demande beaucoup de savoir-faire. C'est la personne qui a créé une entreprise qui s'appelle CRC. Elle a créé avec l'aide de Claro il y a déjà beaucoup d'années. Mais elle avait besoin d'un bureau, elle avait besoin d'un ordinateur, et puis elle a fait ça dans son salon. Et ça commence toujours comme ça, par des initiatives, le commerce équitable. Donc le but, c'est de créer des opportunités pour les petites artisanes ou les petits artisans qui sont des groupes marginalisés en général. Par exemple, une tisseuse ou un tisseur en Inde, aujourd'hui, c'est une personne qui a tiré la mauvaise carte, parce qu'il y a beaucoup de textiles qui viennent d'où ? De Chine, en Inde, et qui concurrencent énormément ce savoir-faire. Et le but, c'est de revaloriser ou d'essayer de trouver un chemin pour continuer à faire travailler ces personnes qui, en fait, sont les plus durables et les plus écologiques qu'on peut imaginer, parce qu'elles travaillent en général à la campagne avec des techniques ancestrales qui sont sans utilisation d'électricité, sans utilisation de grandes machines. Beaucoup de travail manuel, mais en fait, ça met en valeur justement ce savoir-faire.
Donc c'est ça l'idée, on peut passer. On peut passer aussi. Et puis dans le commerce équitable, on a aussi beaucoup de... Enfin, c'est un système de famille aussi, les entreprises de petite taille, ça vient aussi soutenir la famille derrière. Ah ben, de toute façon, c'est des villages en général. Des villages ou des slums, hein, les deux. Il y a toujours les deux. Les villages, c'est à la campagne, les slums, c'est en ville. Et en fait, on peut soutenir les deux. Ça, c'était le côté textile. Je vais revenir après en détail avec des images, parce que les images parlent toujours plus fortement que les mots. Sur le cuir. Alors le cuir, on peut dire ouais, c'est pas végétal, c'est pas vegan, c'est pas bien, mais mine de rien, il y a énormément de pays, et même en Inde, par exemple, toute la partie musulmane de l'Inde, qui appartient plutôt d'ailleurs au niveau culturel au Bangladesh qu'à l'Inde, on mange de la viande. Donc quand on mange de la viande, il reste du cuir. Que ça nous plaise ou pas, c'est la réalité. Et à Calcutta, il y a le plus grand complexe de cuir au monde, de tannerie. Et pour tanner un cuir, vous savez peut-être que quand vous avez un animal et une peau d'animal, elle devient très dure. Hein. Et si on ne la travaille pas, ça ne donne pas quelque chose de souple et on ne peut pas l'utiliser. Et en fait, il y a un complexe avec plus d'une centaine de tanneries à Calcutta. Et mis à part deux, tout utilise des produits chimiques qui repartent dans la rivière, qui repartent dans la mer. Et le projet de CRT, c'était en 2009, ça prend du temps. Justement de mettre en place une tannerie qui n'utilise pas de produits chimiques nocifs. Parce que c'est aussi mauvais pour les travailleurs. L'environnement. Alors c'est mauvais pour les travailleurs, c'est mauvais pour l'environnement, c'est mauvais pour tout le monde, mais malheureusement c'est toujours aujourd'hui la norme. Et en fait le but aussi du commerce équitable, c'est d'être innovatif et de montrer qu'il y a d'autres solutions. Maintenant je ne sais pas, comme c'est toujours l'argent qui règne et qu'on n'a pas encore compris en tant qu'humain qu'on ne peut pas manger l'argent, ça va assez lentement. Mais mine de rien, c'est possible, et de montrer que c'est possible et que ça fonctionne, c'est on va dire un grand succès déjà en soi. On peut passer au suivant. Le coton bio, c'est la même chose. J'aimerais juste mettre un peu l'accent sur l'artisanat. Donc ça c'est un ordinateur humain. Cette tête, c'est la personne qui... peut-être qu'on peut retourner juste avant, qui fait tous les modèles, parce qu'en fait, avant qu'on passe une commande, on a des modèles, on ne commande pas sur papier, on veut voir les produits, on les touche, on les propose, et on commande exactement, ça c'est aussi une partie importante, ce dont on a besoin. On ne commande pas des surstocks, parce que le surstock, c'est aussi un problème, on n'en a pas parlé ce soir, mais les magasins sont remplis de marchandises. Est-ce que vous avez l'impression que toute cette marchandise est vendue ? Alors il y a les soldes, mais non, c'est pas vendu, ça repart. On ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi, comment. Mais c'est en général pas recyclé, c'est en général supprimé, revendu ailleurs ou alors détruit. Oui, c'est ce que disait Géraldine précédemment, effectivement, sur tous ces stocks de vêtements et qui ne trouvent pas preneur. Il y a une interdiction maintenant dans certains pays de détruire les stocks, mais effectivement, il va falloir qu'ils soient écoulés d'une manière ou d'une autre dans des associations caritatives ou autres. Alors, vous connaissez l'ordinateur le plus rapide du monde ? C'est là. C'est pas pour moi personnellement, c'est pour tout le monde. Et lui, c'est l'ordinateur le plus rapide en ce qui concerne le tissage. Donc c'est un tisserand qui fait tous les accessoires qu'on commande par une pièce, parce qu'en fait il faut aller assez, il faut aller dur, hein, c'est du travail. Et lui, il sait par cœur. Et il fait ça avec un calme très impressionnant. Et on le soutient et on est content de le soutenir. Voilà. On continue. Donc ça, les textiles, c'est à Fulia, c'est aux alentours de Calcutta. C'est un petit village qui est spécialisé dans le tissage depuis de longues années. Ça, c'est un couple. Elle, en général, elle fait le fil et lui, il fait le tissage. Donc ce sont des infrastructures en bois assez simples, avec des navettes. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas d'électricité. Donc s'il y a un blackout, on aura toujours la possibilité d'avoir des écharpes ou des textiles. Et en fait, ils sont contents d'avoir du travail parce que c'est ça leur plus grand problème, c'est qu'en tant que tisserand, comme j'avais expliqué, les saris, tout ça, ça disparaît. Maintenant, tout le monde a des jeans et des t-shirts. Et ils n'ont plus beaucoup de travail. Donc ça, c'était côté on va dire,
campagne. Maintenant, on passe côté ville. Donc, dans la ville, à Calcutta, on fait des sacs. Et il y a aussi énormément d'entreprises qui font des sacs, qui payent très mal les personnes qui font les sacs. Et avec CRC, on a un atelier qui fait que de l'équitable et qui travaille qu'avec le cuir aussi durable. Donc voilà, en fait, ce sont de réelles images. Ce n'est pas des personnes qui ont posé ou qui ont attendu. On leur a dit maintenant à telle heure on passe, tout ça. C'est l'environnement réel. Moi, je pense moi, j'ai un bon feeling. Personnellement, j'ai eu la chance d'y être aussi. Et on voit que les gens ont des conditions de travail très humaines. De toute façon, c'est contrôlé, c'est réglé par des standards. Donc, c'est contrôlé aussi annuellement. Mais il y a un autre esprit. C'est ça le plus important. L'esprit, c'est pas de faire le plus d'argent, le plus de quantité. L'esprit, c'est de faire quelque chose qui donne à tout le monde. Donc, qui fasse plaisir aux consommatrices, évidemment, mais qui fasse plaisir aussi aux personnes qui sont part de la production. Mais c'est vrai que dans le commerce équitable, l'idée d'avoir cette traçabilité finalement, et puis d'avoir des visages, c'est beaucoup plus... on s'attache aussi aux producteurs, justement, à ce tisserand que vous décrivez comme un ordinateur humain, et puis à son épouse. Et c'est vrai que, du coup, Jeanne, ça me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure quand vous parliez de slow fashion, en fait, de revenir à quelque chose de beaucoup plus naturel. Vous disiez aussi, Marie-Claire, le rythme des saisons. En fait, voilà, on s'adapte à la nature et on la contraint pas. Et ça, c'est quelque chose, peut-être, Jeanne, si vous voulez peut-être réagir là-dessus, sur alors, le commerce équitable, mais aussi sur cette démarche plus globale du consommateur, de la consommatrice, de se dire, mais en fait, il faut que je repense d'où vient ma chemise, en fait, qui l'a créée, dans quelles conditions. Alors, je ne sais pas si on peut... Alors là, déjà, vous voyez, I Made Your Bag. Ça, c'est justement une campagne Fashion Revolution. Je ne sais pas si vous pouvez retourner après sur nos slides Fashion Revolution. Oui, sur l'autre slide, pour justement faire le lien. Parce que, justement, ce que nous, on trouve important, justement, c'est de faire le lien avec l'histoire, en fait, de la marque. Et en général, les marques qui sont vraiment intègres, qui sont éthiques et équitables, elles ont ce fil conducteur à travers toute leur histoire, en fait. Donc, elles sont vraiment imprégnées de A à Z par ce qu'elles font, par leur éthique et puis leur valeur. Et elles n'ont pas ce côté greenwashing qui va mélanger, bon voilà, 90% de ma collection c'est du synthétique et puis pas du green, et puis voilà, je vais faire une petite collection, une petite capsule green, pour justement redorer mon blason. Et oui, mais ça serait bien en fait que vous le fassiez, parce que justement ça met justement le lien avec cette campagne. C'est que nous, en fait, Fashion Revolution, ce qu'on veut mettre en avant, c'est justement que le consommateur, il a une partie intégrante en fait dans cette valeur ajoutée. C'est que bien évidemment, les marques, elles font leur travail, mais en fait, en tant que consommateur, on peut aussi justement contribuer à toute cette chaîne en fait humaine par ses actions, non seulement, mais aussi en demandant aux marques d'être plus responsables, puis en leur demandant des comptes. Et c'est pour ça que cette campagne, elle est très importante, parce que on a justement fait cette campagne qui est Who Made My Clothes. Non, c'est après. Oui. Voilà. Voilà. Et donc, Who Made My Clothes, donc ça, c'est vraiment cette exigence de transparence qui donne la possibilité aux consommateurs de s'exprimer et puis de demander des comptes aux marques en les taguant directement dans les réseaux sociaux. Justement, pour une fois que les réseaux sociaux sont là, utilisons-les à bon escient. Et aussi, d'après, de mettre en avant les personnes qui sont derrière ces marques. Donc vraiment de mettre un visage sur toutes ces personnes. Parce que souvent, en fait, ce qui est le problème avec la fast fashion, c'est qu'en fait, on a tellement anonymisé les personnes qui sont derrière qu'en fait, on n'a plus de conscience collective par rapport à son achat, ses impulsions. On voit juste l'abîme. En fait, on ne comprend pas en fait, tout ce que ça implique derrière. Alors qu'avec le mouvement Fashion Revolution, on aimerait justement remettre au cœur, au centre de la mode, justement toutes ces personnes, tous ces artisans, ces créateurs qui contribuent justement à une mode plus responsable. Et on peut aussi passer à la prochaine. Donc ça, c'est vraiment toutes les personnes qui sont impliquées. Et après aussi, justement, vendredi prochain, ça sera malheureusement le Black Friday. Donc justement, c'est ce week-end, ça a déjà commencé maintenant avec tous ces rabais. Et c'est en fait... Malheureusement, ce n'est pas vraiment forcément des vrais rabais, mais c'est tous ces produits qui ont été créés spécialement pour inciter les gens à consommer et à faire croire qu'ils vont gagner quelques pourcentages sur des biens de consommation qu'ils ont
malheureusement aussi pas forcément besoin. Et pour faire ce pendant-là, en fait, on a le Colorful Friday qui rejoint donc la Fair Week, qui est vraiment au niveau international, où tous les magasins, justement, responsables, les magasins du monde, etc., peuvent contribuer. Enfin, on voit, tous les magasins qui sont impliqués dans la durabilité vont afficher justement le Colorful Friday sur leur enseigne. Donc, vous pouvez aussi suivre tout ça sur Fashion Revolution, qui voit, là en Suisse, il y a plus de 80 magasins qui participent à cette campagne. Mais aussi, c'est pour montrer que, voilà, en dehors de consommer, vous pouvez aussi prendre en compte toutes ces alternatives. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce nouveau vêtement ? Non. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux avoir comme alternative? Donc là, vous voyez typiquement, voilà, je souhaite acheter quelque chose, j'ai vraiment besoin de quelque chose, oui ou non. Et après, est-ce que ça doit être impérativement neuf? Est-ce que je peux louer ce vêtement? Est-ce que je peux l'acheter dans un magasin seconde main? Est-ce que je peux l'échanger avec quelqu'un? Est-ce que je peux faire du troc, etc. Ou le réparer? En fait, il y a plein d'alternatives qu'on n'aborde pas dans la mode, mais qui sont en fait justement en anglais on appelle ça ces alternatives qui existent et puis qui maintenant, heureusement, prennent de plus en plus d'ampleur et font partie maintenant, je dirais, quand même plus du comportement du consommateur que du consommateur, mais qui montre justement que le consommateur peut contribuer et devenir un consommateur. Et qui demande du temps. Et c'est vrai que je vous apprends rien, tout va de plus en plus vite dans notre société, donc, et que ce soit dans la mode ou dans la consommation aussi de nourriture ou etc., d'alimentation, l'idée de ralentir et de réfléchir vraiment à ces choix de consommation, c'est vrai que c'est indispensable. Marie-Claire Pellerin, je sais que vous devez nous quitter dans quelques minutes. Avant que vous partiez, je voudrais reboucler avec vous. On a parlé un petit peu en amont des fameux labels qu'on peut voir sur les étiquettes, et parfois on a un petit peu du mal à faire le tri, et c'est vrai qu'en termes de commerce équitable, quand on connaît pas forcément tout ce qui se fait en détail, on va penser par exemple au label Max Havelaar, qui est connu mondialement. Est-ce que vous pouvez nous dire, et qui est un label de commerce équitable, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur ce type de label qui peuvent du coup rassurer le consommateur quand on parle sur des choix de consommation où on va prendre le temps au moins de regarder ce qu'il y a sur les étiquettes, mais qui vont être forcément aussi des labels comme celui-là, commerce équitable certes, mais distribués souvent dans des grands groupes, ou alors on va avoir des grands groupes qui vont faire des capsules, on en parlait tout à l'heure, Green, là des capsules équitables. On aimerait avoir votre regard là-dessus avant que vous preniez votre train. Alors les labels, c'est mieux que rien, mais c'est pas la panacée, c'est pas une baguette magique. On sait que par exemple en Inde, il y a plus de coton bio vendu que de coton bio planté ou récolté. Donc les Indiens sont très pragmatiques, très flexibles. Je pense que c'est une histoire de prix. Notre consommation responsable, si on la réduit au label, je dis c'est mieux que rien, mais c'est pas la seule solution. Et puis quand les grands marchés, les grands groupes, en fait c'est aussi un constat que je fais pour l'alimentation. Quand les grands groupes commencent à s'intéresser pour le commerce équitable ou les labels, ils viennent et puis ils imposent leurs règles qu'ils connaissent et qu'ils pratiquent depuis des décennies. Ils ont du mal à changer parce qu'en fait c'est une autre façon de regarder les choses, et c'est une autre façon où on met la personne, on va dire, en premier et pas les profits financiers. Et en fait, les grands groupes qui sont cotés en bourse, ils ont toujours le même but. Oui, la question de se dire, est-ce qu'on pousse pour faire changer le système globalement, sachant que dans ce système, il y a des labels qui peuvent être, comme vous dites, c'est pas la panacée, mais c'est mieux que rien, ou est-ce qu'on arrive à pousser ces modèles alternatifs comme le commerce équitable, qui est une alternative qui est bien évidemment très vertueuse, comme vous l'avez expliqué. Je vois que le temps tourne et j'aimerais bien évidemment qu'on ait du temps pour échanger sur le cadre juridique législatif, parce que certes, il y a notre rôle à tous de consommateurs, de consommateurs, comme le disait Jeanne, mais ce cadre juridique aussi a besoin de bouger. Et Isabelle Pasquier-Eichenberger, vous en faites partie justement de ces conseillères nationales, vous êtes conseillère nationale Les Verts, qui veulent faire bouger les choses. Vous êtes aussi une ancienne d'ailleurs de la Fédération romande des consommateurs, donc vous avez une connaissance du sujet qui est assez large, donc c'est vraiment important qu'on puisse s'appuyer sur votre expertise. Est-ce que justement, vous pouvez nous dire un petit peu à partir de quand les politiques publiques entrent en jeu, à partir de quand elles peuvent poser un cadre, et puis où est-ce qu'on en est aussi en Suisse aujourd'hui?
Oui, je vais volontiers vous répondre, si vous me permettez juste de faire ricochet. Moi, je pense qu'il ne faut quand même pas cracher sur les labels. Les labels, c'est effectivement problématique parce que ça reste des démarches privées. En plus, on le voit dans le domaine des textiles, généralement, c'est soit le mode de production, donc l'impact sur l'environnement, soit le côté social. On n'a peu pas les deux. Donc tout ça, c'est difficile. Mais en même temps, c'est la porte d'entrée pour aller vers les gens, pour les sensibiliser. Je veux dire, on va pas... On le sait, en fait, c'est un commerce qui est de plus en plus international. On voit le rythme de changement. On voit que tant d'habits sont maintenant achetés en ligne. Je crois vos chiffres, c'est 1/3 des habits maintenant qui sont achetés en ligne et plus en magasin. De penser que c'est le magasin équitable du coin de la rue qui va sauver la situation, je suis désolée, c'est super joli, mais on le saurait si c'était ça. Donc je pense que les labels, c'est une porte d'entrée qui est hyper importante pour que justement, c'est peut-être une fois on clique sur un truc ou à la COP, on va commencer par Naturaline et après, on va remarquer peut-être qu'on se sent bien dans cet habit-là, qu'il est plus durable et puis c'est comme ça en fait qu'on va expérimenter. Et donc je pense qu'il faut faire, voilà, il faut aussi, les labels ont vraiment leur intérêt. Maintenant, par rapport au cadre légal, eh bien, alors, ce qui est compliqué en Suisse, c'est que, on l'avait compris, on n'a quasiment pas d'industrie, on a quasiment pas de production en Suisse, donc c'est très difficile d'agir sur un domaine qui est aussi international. En plus, voilà, c'est même plus les magasins qui seront là, puisque maintenant le trend, c'est vraiment les achats en ligne. Donc les achats en ligne, on peut encore moins agir. Donc c'est vrai que fixer un cadre législatif, c'est très compliqué. En plus, le problème, c'est qu'on n'a pas de volonté politique, il faut être clair. Moi, je suis à Berne, je le vis, voilà, c'est pas Genève, je le vis tous les jours. On est dans un pays de droite, on a un gouvernement, un conseil fédéral, majorité de droite, on a un parlement qui est clairement de droite et qui n'a pas la volonté de légiférer sur ces questions-là. Et j'ai pris, pour regarder, en fait, j'ai regardé les réponses à des interventions, à des interpellations qui ont été faites sur cette question de la fast fashion et qu'est-ce qu'on peut faire. Et le Conseil fédéral, il s'abrite derrière cette démarche qui est très vertueuse, mais on l'a vu qu'elle n'a pas d'exigence, elle a peu de contrôle et peu d'exigence de cette démarche de Sustainable Textile Switzerland. Et puis, il répond que, certes, ces démarches-là n'auront pas un impact sur l'ensemble des textiles, mais pour l'heure, le Conseil fédéral n'a pas l'intention de transformer le modèle des bonnes pratiques dans le domaine des textiles en règle générale contraignante. Donc voilà, très clairement, ça c'est une interpellation de 2021, le Conseil fédéral y a répondu il y a juste une année, en février de cette année, il n'a pas de volonté d'agir. Mais on va quand même regarder, on va quand même continuer. Et je veux dire, il y a deux choses qui sont dans le pipeline sur lesquelles il faut être attentive. C'est d'abord cette directive européenne parce que pour beaucoup de sujets, on est plus fort avec l'Europe. C'est vraiment ensemble, on peut agir. On a beaucoup plus de poids et l'Europe, elle a en plus des ateliers, elle a des productions. Donc, il nous faut prendre ce train de l'Europe. Et l'Europe, elle a cette directive en préparation qui a des bons points, notamment. Et moi, ce qui me semble essentiel, c'est cette question de responsabiliser le producteur et de responsabilité sur toute la chaîne. On parle beaucoup là de la production, mais cet habit, en fait, il va devoir être... Il y a toute la chaîne auquel il faut penser. Il y a les conditions de production, l'impact, c'est effectivement l'industrie qui a le plus d'impact, une industrie qui a le plus d'impact sur l'environnement, les ressources, le sol, la pollution de l'eau, des conditions de travail dramatiques dans les pays. Mais il y a ensuite la suite. On arrive avec des vêtements qu'on peut plus, qu'on nettoie une fois, qui sont trop petits, qu'on peut pas upgrader, qu'on peut souvent plus réparer. Et après, on sait plus quoi en faire. On les donne. Et c'est 70% des textiles maintenant, c'est du pétrole, donc ils peuvent même plus se décomposer. Et en fait, en tant que consommateur citoyen, on est démunis, il faut être clair, on est démunis face à cette situation. Parce que même si on va acheter de temps en temps une écharpe chez Claro, on va quand même forcément acheter des habits partout, un peu dans la grande distribution. On n'a pas vraiment le choix. Et donc, il faut absolument responsabiliser le producteur sur toute la chaîne de A à Z. Et ça, c'est la démarche pour moi fondamentale. Et quand l'Europe, nous, on fera pression pour que quand l'Europe avance, la Suisse légifère dans ce sens-là. Et la deuxième chose, pour qu'il y ait quand même quelque chose qui se passe chez nous en Suisse aussi, c'est une initiative parlementaire qui est une initiative de commission qui est en discussion sur l'économie circulaire.
Et vous dire aussi là, comme ça prend du temps, parce qu'il y a 10 ans, les Verts, on avait fait cette initiative pour l'économie circulaire qui voulait justement centrer sur cette question de faire durer, en fait, d'abord de prendre en compte dès le début nos ressources, puisque en fait, un des enjeux, c'est quand même qu'on consomme beaucoup trop de ressources, et donc se baser sur les ressources, et puis la durée de vie des produits. Bon, l'initiative avait échoué devant le peuple, mais voilà, elle se traduit maintenant en un projet de loi qui va dans ce sens, qui va modifier la loi sur la protection de l'environnement et qui va en fait fixer des exigences par rapport à la circularité, donc justement toute cette question de durée de vie du produit et d'utilisation des ressources. Et puis là, on aura enfin, le Conseil fédéral aura enfin les compétences, des bases légales pour demander plus d'exigences aux producteurs, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas ces bases légales pour faire quelque chose. Donc voilà, ça avance lentement, mais ça avance. On aura une modification de la loi sur la protection de l'environnement et on pourra agir. Ce sera pour l'environnement, ce ne sera pas encore pour les conditions de production. Mais voilà, des choses avancent doucement, mais avancent. Très bien, merci beaucoup. Et pour continuer sur le cadre juridique, peut-être, Rania, est-ce que vous pouvez, donc, au niveau du commerce équitable, effectivement, en Suisse, on n'a pas une législation vraiment qui encadre ou qui contraint, contrairement à la France ou l'Espagne ? Non, effectivement, il n'y a pas de législation. Le commerce équitable n'est pas défini par la loi en Suisse. Donc ça, c'est effectivement un défi pour la suite, je pense, aussi à ce niveau-là. Est-ce que, Isabelle, vous avez une idée de ce qui pourrait être fait, vu que vous êtes dans les arcanes? Alors honnêtement, du coup, je n'ai pas enquêté sur ce sujet-là. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement par rapport au commerce équitable. Mais bon, je pense que voilà, il faut être clair. De nouveau, les majorités politiques sont ce qu'elles sont, hein, et donc je ne pense pas qu'on aurait de chance. On est dans un pays, en fait, c'est assez arbitraire parce qu'on prône toujours la liberté de commerce. Donc on ne peut jamais rien proposer. Un des sujets extrêmement importants, c'est la question du greenwashing aussi. Bien, moi, j'ai fait une initiative parlementaire. J'ai essayé d'agir sur le greenwashing. Ça a été refusé. Donc, voilà, il n'y a pas de volonté d'agir hein, parce qu'il faut laisser le commerce faire, il est responsable. Et puis, en même temps, on prône toujours la responsabilité individuelle. On dit, ah, mais c'est les gens quand même. Ils savent, il faut leur... Enfin, les gens sont suffisamment intelligents. Mais en fait, ce n'est pas juste parce que c'est tellement biaisé. Et Géraldine l'a bien dit, en fait, avec les black patterns. En fait, on est tellement manipulé en tant qu'individu qu'après, dire comme quoi l'individu doit être responsable et peut choisir, alors que par ailleurs il est manipulé, matraqué sans cesse d'informations, c'est absurde. Donc oui, je pense qu'il faut aller vers plus de réglementation et la seule solution que je vois, c'est un changement politique aux élections fédérales de l'année prochaine. Très bien, merci Isabelle. Avant de donner la parole au public, il y a un pan, bien évidemment, qu'on n'a pas abordé en détail, c'est le marché de la seconde main. Quand on parlait justement de ces tas de vêtements, où vont-ils? Certains pays ont l'interdiction maintenant dans certains pays, les multinationales, ou en tout cas les entreprises textiles ont l'interdiction de détruire ces stocks de vêtements, mais où vont-ils? Donc beaucoup sur le marché de la seconde main. Alors il y a cette étude d'Oxfam Belgique, notamment, sur cette table, il y a beaucoup de choses. Il y a des produits, mais aussi des études qui sont posées. Alors cette étude-là, elle est sur l'industrie textile, mais vous en avez une autre, donc c'est Oxfam Belgique, qui fait aussi régulièrement des études comme Public Eye. Donc vous pouvez les trouver en ligne sur justement ce marché de la seconde main chez les 15-35 ans, avec un focus sur ce site en ligne Vinted, cette application, que vous devez forcément connaître, avec des chiffres qui m'ont vraiment choqué. En 2019, il y a 1,3 milliard de vêtements qui ont été vendus via cette plateforme, qui est présente dans 11 pays. Donc 25 millions d'utilisateurs. Et en 2019, alors en Belgique, 4 jeunes Belges sur 10 avaient acheté au moins un article en seconde main. Donc c'est un marché qui est en plein essor, bien évidemment, mais qui pose toujours les problèmes, ces questions de consommation. Méline, j'aimerais avoir ton regard, toi, de jeune fille de 17 ans, sur la seconde main, sur Vinted, pourquoi pas, mais en tout cas, qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que c'est une alternative? Est-ce que c'est cool de s'habiller sur le marché de la seconde main? Quel est ton regard? Alors, le marché de la seconde main, il est assez vaste parce que, comme vous l'avez dit, il y a les applications comme Vinted, qui me semble qu'il n'y a pas en Suisse, c'est Depop, mais c'est un peu similaire. Pardon, excusez-moi, je suis française, alors du coup... Non, pas de souci. Et donc, ça, il y a d'un côté ça, il y a
les magasins caritatifs. Il y a de plus en plus de friperies qui sont aussi là, plus pour le côté cool, qui se mettent en place. Donc ça dépend un peu, chaque côté a du positif et du négatif. Après, si on prend les applications comme Vinted, je pense que c'est un bon moyen d'entrer, de faire penser aux gens à commencer à se tourner vers la seconde main, parce que sur ce genre d'application, on trouve tout type de vêtements qui sont tendance, voilà. Après, c'est vrai qu'on trouve beaucoup d'habits qui sont des habits de la fast fashion. Alors certes, ça leur redonne une vie, mais déjà, on sait que c'est des habits qui s'abîment très vite, donc c'est un peu compliqué de les faire durer. Et puis, le problème aussi que ça pose, c'est que beaucoup de gens qui vendent des habits là-dessus ou qui en achètent, c'est un peu pour se donner bonne conscience, parce que du coup, ils achètent par exemple beaucoup d'habits, mais ils peuvent toujours les revendre là-dessus. Donc ça leur permet de re-empocher de l'argent et de réacheter des habits derrière. Donc c'est sûr que les applications, c'est un peu touchy. Par contre, pour tout ce qui est seconde main, plus des boutiques, c'est sûr que ça prend de plus en plus d'ampleur et il y a beaucoup de jeunes qui commencent vraiment à s'intéresser en fait, ça permet d'exprimer de la créativité en achetant des habits dans des boutiques et ça permet aussi de pouvoir acheter à des petits prix. Et donc ça, c'est de plus en plus... j'en ai parlé avec une de mes interviewées pour faire mon podcast. Et elle m'a dit qu'elle avait vraiment remarqué que, en tout cas à la Croix-Rouge, par exemple, les boutiques, de plus en plus de jeunes s'y intéressaient et c'était plus juste pour des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent qui y allaient. Oui, donc il y a forcément ce marché en plein essor. Merci Méline pour ce témoignage, c'est très concret, moi, j'aime beaucoup. Et puis tu le disais, donc Vinted ou alors en Suisse une autre appellation est en plein essor, mais bien évidemment ça pose forcément face à l'urgence climatique cet impact, ce problème de cet impact aussi écologique forcément, parce qu'on envoie des habits, on les récupère, ça ne nous va pas, on les renvoie. Donc c'est pas non plus forcément la panacée. Peut-être question ouverte à vous quatre, vous avez un regard sur cette seconde main. Qu'est-ce que ça vous suscite comme réponse ? Moi, j'ai l'impression que de ce que j'ai vu, c'est vraiment la meilleure, c'est une des meilleures solutions, c'est de faire durer nos habits, en fait. Donc, voilà, ça peut être seconde main, ça peut être aussi d'essayer de les transformer, de les réparer. Mais c'est vrai que les faire circuler, moi, je pense qu'effectivement, à la fois pour les jeunes et puis même pour nous, c'est vrai que je trouve que c'est des bonnes solutions parce que, voilà, peut-être qu'ils n'ont pas été produits dans les meilleures conditions, mais au moins, on leur donne une seconde vie. Donc, j'ai l'impression que dans les alternatives qui existent, c'est parmi les meilleures alternatives. Aujourd'hui, ça ne résout pas tout, mais c'est déjà une alternative pour acheter de manière plus responsable. Je complète peut-être là-dessus. Nous, on est moins axés sur ces solutions-là et ces marchés-là. On n'enquête pas tellement là-dessus. Mais c'est vrai que quand on discute, si on regarde du point de vue des jeunes, on parle souvent du boycott. Et on peut faire une présentation. Moi, je vais dans les écoles et je sors mon truc, je dis tous mes arguments. Et puis on me dit, bon, mais alors j'achète plus rien. Et c'est vrai que le boycott, nous, on ne dit pas de fast fashion pour personne. En fait, c'est un choix individuel. Et c'est vrai que je pense pour les jeunes qui sont accrochés à certaines marques ou à certains types de vêtements, d'acheter du seconde main, fast fashion ou pas, c'est un moyen quand même de rester quelque part dans les codes des gens avec qui ils sont et puis de quand même faire quelque chose à leur échelle. Moi, je trouve que c'est hyper positif. Moi, je voulais rajouter aussi un point par rapport aux secondes mains, qui est aussi une des très bonnes alternatives que Fashion Revolution propose. Après, c'est juste qu'il y a seconde main et seconde main. Donc, je pense que c'est aussi important aussi que le consommateur il se rende compte que voilà, il ne suffit pas juste de tout jeter dans un sac et puis après de le mettre dans une benne. Déjà, il peut choisir sa benne, donc il peut choisir chez qui ça va aller. Donc, idéalement, c'est quand même de choisir des bennes qui sont liées directement à un canton. Donc, typiquement, à Genève, ça sera la coordination textile, par exemple. Ils ont plus de 280 bennes. Ça serait mieux de les mettre là-dedans que dans une benne TexAid, parce que voilà, ça ne va pas aller au même endroit. Donc, tout ce que vous allez mettre dans une benne coordination textile, ou Textura à Lausanne, ça va vraiment aller pour des personnes qui sont dans le besoin. Donc ça va être trié en fait par des bénévoles qui vont après remettre ça en rayon pour des personnes qui sont dans le besoin. Et ces personnes après, avec des bons de la ville, vont pouvoir justement s'habiller sans frais pour leur famille ou leurs propres besoins. Et puis après, justement parce qu'on parlait, on est souvent avec Tiffaine, donc la présidente de la coordination textile en lien. Et puis elle expliquait aussi qu'il y a un énorme problème justement que
qui est du coup induit par la fast fashion, c'est que avant, par exemple, tout ce que les gens mettaient en benne, ça avait quand même une certaine qualité, et que maintenant on retrouve plus en fait, et que maintenant les personnes qui doivent trier ça, en fait, ils se retrouvent à trier en fait, des tonnes de déchets pour en fait peu de matière qui au final après est utilisable et puis qui peut en fait avoir un cycle de vie qui va être prolongé. Et c'est un peu ça le problème, c'est que en fait il y a tellement d'habits qui arrivent dans ces bennes. Donc à Genève c'est plus ou moins 4,5 kilos par minute d'habits qui est jeté tous les jours, donc voilà, toutes les minutes. Là, on a parlé pendant 1h30, voilà, 4,5 kilos fois plus de 60 minutes, etc. Et puis, le problème, c'est qu'en fait, ça prend tellement de temps que du coup, même les personnes qui trient ces habits, en fait, elles ont plus le temps de trier. Donc, en fait, elles vont trier 5% de ce qui est dans les bennes. Mais après, tout le reste, en fait, ça va justement partir dans des convois à l'autre bout du monde et finir dans des décharges publiques sur des plages au Ghana, au Togo. Donc, en fait, ça ne résout pas tout le problème. Bien évidemment, c'est bien de le faire, mais après, il faut aussi faire attention à comment on le fait et pas mettre des choses qui sont endommagées, vraiment aussi prendre le soin de laver les habits avant de les mettre dans ces bennes, parce que souvent les personnes qui récupèrent même ces habits dans des sacs à l'autre bout du monde, ils vont devoir les acheter, et eux, ils n'ont pas une machine à laver chez eux ou les moyens de réparer ces habits. Donc en fait, pour eux, c'est une perte sèche directe si l'habit n'est pas en fait de bonne qualité. Merci beaucoup Jeanne et merci à vous quatre pour votre éclairage, vos prises de position. J'ai trouvé ça passionnant. J'espère que pour vous, le public, ça vous a donné de nouveaux horizons, peut-être, nouvelles données. En tout cas, on est à votre écoute. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des réflexions, des critiques, on est là pour vous. Non, tout est clair, des précisions. Oui. Oui, merci beaucoup pour ces interventions vraiment passionnantes. Je pense aussi que c'est un enjeu majeur maintenant, la réglementation de la fast fashion, du milieu de la mode, tout comme la question de la réglementation de toute la production des énergies fossiles dans les transports, en particulier l'aviation. Je voulais mentionner quand même qu'en Suisse, il y a au niveau cantonal aussi des choses qui se passent et qui sont prometteuses, en particulier à Genève et dans le canton de Vaud. À Genève, on va voter le 12 mars 2023 sur une initiative pour interdire la publicité commerciale par voie d'affichage. Et on a gagné au niveau du tribunal fédéral en 2021. Et c'est un combat très difficile. Les lobbies de la communication sont derrière nous. Ils ont essayer d'empêcher cette initiative, mais cette fois on va vraiment voter. Et pour marquer le coup du lancement de notre campagne, le 26 novembre, aussi en réaction au Black Friday, on a une journée de débat et aussi d'intervention d'artistes sur la question de la publicité dans l'espace public, avec des plasticiennes et des plasticiens qui vont dessiner sur des affiches. Et avec des invités de France, Résistance à l'agression publicitaire, Paris, et Bad Advertising Campaign de Grande-Bretagne, aussi d'autres personnalités qui seront avec nous. Donc je laisse quelques flyers ici. Allez-y sur cette table. Et puis je vous remercie encore pour toute cette action qui est vraiment nécessaire pour moins consommer et puis respecter les droits sociaux et environnementaux. Alors merci pour votre intervention et d'ailleurs ça me fait penser à une question que je voulais vous poser sur le prix d'un vêtement, parce que ce que vous dites là c'est interdire du coup la publicité comme on l'a vu dans des villes comme Édimbourg par exemple. Si vous allez à Édimbourg il n'y a pas d'affichage publicitaire, c'est très agréable, on a l'impression d'être au Moyen-Âge mais c'est très agréable parce que derrière par exemple je sais pas moi, des baskets Nike à 200 francs, le coût de production peut-être qu'en fait la chaussure coûte 5 francs à produire, mais derrière il y a tous les frais de marketing et de communication qu'on met autour. Géraldine, vous parliez tout à l'heure de scolaire, si vous faites des interventions dans les scolaires, ou la question à vous quatre, mais comment les gens et les jeunes aussi comprennent un prix, en fait, un prix d'achat? Qu'est-ce qu'ils voient derrière? Bon, je pense que ce qui est assez humain, c'est que la première chose qu'on voit dans un prix, c'est est-ce qu'on peut se le permettre ou pas. Puis ça, c'est un peu comme ça. Nous, ce qu'on met beaucoup en avant depuis quelques années, c'est le salaire en fait de la personne ou des personnes. En l'occurrence, qui ont fabriqué un vêtement. Pour un t-shirt, on était entre 0,5 et 1% du prix final.
Et j'ai plus en tête, pour être honnête, les parts de marketing, mais c'était bien plus élevé. Donc là, on voit déjà que quelque part, les personnes qui contribuent le plus au succès d'une marque, quelque part, elles ne sont pas du tout rémunérées. L'autre chose qu'on a essayé pendant longtemps aussi d'amener, c'est cette question qui est revenue de fabriquer en Asie et fabriquer en Europe, ou alors fabriquer par une marque low cost, entre guillemets, et fabriquer par une marque de luxe, parce qu'on voit qu'il y a des marques de luxe, par exemple, qui ont vraiment des fournisseurs directs, quelque part haut de gamme, et là, peut-être que au niveau des conditions de travail, c'est différent, mais il y a aussi des marques qui sont un peu du luxe, bas de gamme, entre guillemets, qui produisent parfois sur les mêmes chaînes que la fast fashion. Ça veut dire que vous pouvez payer un article 200 francs, 300 francs, le pourcentage, le salaire de la personne au final sera le même que pour H&M ou Zara. Donc c'est un peu ces mythes-là qu'on essaie de déconstruire, l'Europe, les prix chers, qui sont importants en fait. Jeanne ? Oui, moi je voulais en fait mentionner en fait le cost of wear, donc vraiment le coût en fait, du port d'un habit. Donc je pense que c'est ça qui est aussi important, c'est que voilà, si on achète un habit qui coûte 5 francs, un t-shirt qui coûte 5 francs, alors évidemment il ne sera pas fait forcément avec des fibres exceptionnelles qui sont suffisamment longues pour que le tissu en fait dure dans le temps. Et c'est pour ça que le cost of wear en fait est important, c'est que dès qu'on a l'impression que, évidemment on voit un t-shirt à 5 francs ou à 50 francs, en fait il y a quand même une différence entre justement la durée de vie en fait, de cet habit, et si vous pouvez le mettre 50 fois mais que vous avez coûté 50 francs, au final, par en fait, le nombre de fois où vous pourrez le porter, il vous coûtera moins cher qu'un habit que vous avez peut-être payé 5 francs, mais en fait vous pourrez le porter une fois, puis après il sera déjà trop petit ou endommagé, etc. Donc je pense que c'est ça aussi que les gens doivent se rendre compte, c'est qu'en fait c'est dans la durée de temps de l'habit, combien de temps il va durer, et puis justement après aussi de se rendre compte que peut-être il faut faire un peu plus de calcul mental dans sa tête pour se rendre compte, voilà, est-ce que cet habit il en vaut la peine ou pas, est-ce que je vais investir ces 50 francs pour quelque chose pour un habit qui est fait dans des bonnes conditions sociales et environnementales, ou est-ce que je vais prendre un habit de 5 francs mais du coup je vais devoir le changer 15 fois plus souvent. Non, mais juste pour compléter, moi je pense qu'un des grands problèmes qu'on a en tant que consommateur, c'est qu'évidemment, si on achète un t-shirt à 5 francs, on sait qu'il n'a pas été fait dans des bonnes conditions. Mais si on achète un habit, le même t-shirt à 50 francs, on n'a aucune garantie. On n'a aucune garantie qu'il va être plus durable, qu'il ait eu un moindre impact sur l'environnement. Et ça, c'est que les labels, à l'heure actuelle, qui peuvent le garantir. Parce que ce n'est pas parce qu'on achète une grande marque qu'on va savoir que c'est mieux. Donc je trouve ça, c'est justement un des grands problèmes aussi. Et c'est pour ça qu'on a besoin des labels tant qu'on n'a pas d'autres chaînes de garantie, quoi. Oui, alors non, mais je dis pas que forcément, voilà, pas n'importe quel t-shirt de 50 francs va être mieux qu'un t-shirt de 5 francs. Par contre, c'est vrai que voilà, les marques qui englobent totalement, justement, sont en adéquation avec leurs valeurs, ou qui ont justement font référence quand même à certains labels comme certifié GOTS ou certifié Gotex, etc., qui justement montrent qu'ils ont fait une démarche dans la durabilité. Ça, c'est important. Mais c'est vrai qu'il faut prendre pas seulement en compte le label, ni juste le prix, mais vraiment faire une analyse, on va dire, globale de la situation. Exactement, et donc de prendre le temps. On revient toujours à notre donnée principale. Oui, madame, on vous écoute, allez-y. Méline, est-ce que tu peux donner le micro ? Merci beaucoup. Bon, comme ça, tout le monde vous entend, sinon c'est pas... Voilà. Merci Méline. Merci beaucoup. Moi, je suis présidente des Grands-Parents pour le Climat de la section genevoise, et je fais partie du comité de la Fêtière également. Et en plus, je travaille dans un espace troc dans mon quartier des Avanchais, qui existe déjà depuis 3-4 ans en tout cas, grâce au contrat de quartier qui nous a aidés à subventionner. Et on reçoit des habits. On essaye de limiter à chaque saison, sinon on est complètement débordé parce que le local est trop petit. On a des bouquins, on a différents petits électroménagers, des choses pour les enfants. Et je trouve franchement chouette, quoi. Et puis c'est pas comme Sipi qui dit quand on donne quelque chose, il faut qu'on reprenne l'équivalent. Non, c'est complètement libre. Et puis si on vient un jour prendre des choses sans rien apporter, c'est pas grave. Il faut que ça profite, ça c'est clair. Et puis autre chose, en 2022, donc cette année, en mai, c'était le 12 mai, c'était le jour du dépassement, où on a dépassé ce que la Terre peut nous offrir en une année. Et il y a certains groupes régionaux, des grands-parents, surtout en Suisse allemande, qui ont fait des actions, des stands, des choses assez visuelles, intéressantes. Et puis cette année, on a décidé que tous les grands-parents pour le climat allaient faire quelque chose cette année.
Donc on s'est déjà rencontrés à Berne pour mettre au point certaines choses. On est encore dans le flou, mais enfin on aura une affiche absolument identique dans toute la Suisse. Et puis chacun pourra faire un peu ce qu'il a envie dans sa région, selon le feeling qu'il a. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est aussi pour ça que je suis venue, parce que ça fait des années que je suis abonnée à l'époque, c'était la déclaration de Berne. Et puis, je suis ça de très près, je garde les journaux. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais peut-être avoir quelques éléments pour me permettre de construire un stand pour cette année. Et moi, j'ai envie de consacrer ça justement aux vêtements. Voilà. Donc, ce qui m'intéresserait aussi de savoir très pratiquement, parce que j'ai vu que c'était très intéressant, il y avait une slide qui disait « Est-ce que j'en ai besoin ?» Oui, non, et je trouve ça très parlant. Et j'aimerais bien pouvoir la recopier, parce que je trouve chouette, pouvoir continuer. Je n'ai pas besoin de réinventer la roue comme ça, mais j'ai envie de faire des choses. Voilà, c'est gentil. Alors, je ne peux pas encore vous dire exactement ce qu'on va faire, mais on fait quelque chose, ça c'est sûr. Voilà. Super, on est ravis si voilà, nos supports de communication peuvent aider et puis être voilà, multipliés. Après, moi, j'ai juste une petite remarque à faire par rapport à... Vous avez mentionné CIPI avant. Nous, donc, avec Bubble Ethic, donc l'autre association pour laquelle je travaille, on travaille justement avec eux. Et donc, eux, ils ont un système de troc. Et juste pour revenir sur ce point-là, c'est qu'en fait, donc, les gens peuvent déposer des habits et ils reçoivent des points, mais ils ne sont pas obligés de consommer directement les points qu'ils ont déposés au même moment. Donc, juste pour leur rendre quand même justice, c'est que voilà, ils reçoivent par exemple 10 points s'ils ont amené 10 habits qui sont de qualité durable, et après ils ont une année ou plus. Voilà, ils ont un système d'abonnement où ils peuvent après rééchanger ces points. Donc, il n'y a pas de pression sur la consommation directe. Oui, c'est juste. Merci Jeanne pour les précisions. Et merci, bravo surtout pour votre engagement. Hein. On vous retrouve en 2023. Oui. Et puis par rapport à ce que vous disiez, les vêtements qui sont en bon état, qu'on peut donner à certaines institutions, et que fait-on du reste? Alors il y a une émission qui était assez désarmante, c'était Mise au point ce dimanche, qui nous montrait en fait justement que les vêtements finissaient dans des gros ballots achetés par des personnes dans les pays de l'Est, et puis en fait ce ballot est payé et à l'intérieur il y a peut-être un tiers de vêtements que ces personnes peuvent revendre, donc tout le reste ça finit effectivement dans des décharges. Alors je commence à être très méfiante avec ce genre de... Alors j'ai pas compris quel était le conteneur exemplaire que vous aviez cité à Genève qui récolte les vêtements. À Genève il y a la coordination textile. C'est voilà, enfin eux ils sont directement, enfin c'est directement l'institution qui est reliée au CSP, donc Centre social et protestants, ont cette et Caritas. Ouais. En fait eux ils ont ces conteneurs qui sont 280 bennes partout dans tout le canton, et si vous mettez dans ces bennes là, ça va justement à revenir à la coordination textile, entre autres. Après, vous pouvez aussi aller directement amener vos dons à la boutique ou à des boutiques Caritas, etc., directement dans le canton, Textura à Lausanne. D'accord, merci beaucoup. De rien. Oui, madame au fond. Est-ce que vous pourriez juste préciser, vous avez parlé de votre programme pour soutenir l'économie, on va dire, circulaire des entreprises. Et est-ce que vous pourriez donner un tout petit peu de précision sur comment vous voyez ça, comment vous encouragez des entreprises à s'engager dans ce système? Est-ce que c'est incitatif? Est-ce que c'est uniquement des conseils en ligne, ou est-ce qu'il y a des gens formés qui vont vraiment, je dirais pas vérifier, mais disons les aider à mettre en œuvre quelque chose de concret, parce que c'est des démarches, comme vous l'avez dit, qui sont onéreuses, qui demandent beaucoup j'imagine, de personnel compétent sur place, mais qui peuvent être à long terme porteuses. Mais ça doit être énormément accompagné. Si vous pouvez juste le préciser un peu, merci beaucoup. Alors, dans le cadre du programme, en fait, ce qui a été pensé pour la mise, enfin, le respect de ces, enfin, comment je dis, je vais y arriver, la mise en place de ces objectifs. Il y a en fait tout un volet avec des supporters ou bien des pionniers. Donc typiquement dans le cadre de l'upcycling ou de l'économie circulaire, je pense notamment à Freitag,
ou en fait, des marques pionnières ou des entreprises pionnières. Donc, par exemple, pour les bilans de CO2, on va travailler MyClimate. Enfin, c'est des entreprises qui peuvent apporter leur expertise dans ce cadre-là. Upcycling, mais bon, il y a les autres parties dont vous avez parlé. Vous pourriez donner un peu des exemples de ce que d'autres... Alors, comme j'ai dit, le programme, pour l'instant, il est à l'objectif 2030. Là, on est sur les 2 premières années. Il y a eu 2 ans quasiment pour la mise en place du programme. Là, dans les mois l'initiative vient à peine d'être lancée. Donc, il n'y a pas encore tout qui est défini à ce niveau-là. C'est aussi ouvert à des partenariats qui peuvent se mettre en place avec, finalement, chacun peut amener un apport dans le cadre de ce programme-là. Je n'ai pas la réponse à ce jour. Je ne peux pas vous dire exactement aujourd'hui comment est-ce que ça va être mis en place, mais il y a un certain nombre de partenaires, de soutien, c'est une boîte à outils en fait qui est amenée à évoluer aussi au fil des partenariats et puis des entreprises qui se joindront à l'initiative. Oui, alors bonsoir, merci beaucoup, c'est très intéressant. Je voulais juste dire qu'en effet, au niveau de... Désolée, votre nom, je l'ai oublié, vous êtes juriste, c'est ça? Ou vous êtes... Non, je suis élue. Mais élue, pardon. Ça résonnait beaucoup ce que vous disiez dans le sens où, à un moment donné, toute cette campagne de responsabiliser le consommateur, c'est très compliqué s'il n'y a pas l'aide. Du moment que c'est systémique, c'est très compliqué moi, j'ai été responsable pendant longtemps et c'est vrai que j'arrive à mon seuil de tolérance par rapport à ça, parce que finalement, ça demande beaucoup d'énergie, en effet de temps, mais le temps finalement, on ne va pas le trouver comme ça, c'est de nouveau le système qui nous le donne ou qui ne le donne pas. Et la question financière, aujourd'hui on a je pense des millions de personnes, il faut arrêter de le dire, mais on est éveillé, conscientisé par rapport aux choses, les gens ne sont pas bêtes, loin de là, et ont l'envie et le désir d'acheter correctement, d'acheter proprement et d'acheter de façon équitable, mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Et je pense, je ne sais pas si on pourrait imaginer en termes de loi, je vois que c'est très très compliqué, mais peut-être accompagner de façon financière, apporter aussi des projets qui pourraient accompagner le consommateur à acheter différemment et pas simplement lui dire je résume un peu, mais juste de réfléchir, parce que finalement je pense que c'est un peu trop simplifié la problématique en fait. Donc voilà, c'était juste une réflexion du fait de, voilà, peut-être je porte la voix des consommateurs qui en ont aussi ras-le-bol, parce que c'est pas qu'on veut mal faire, mais des fois, comme on disait, je sais plus, c'est peut-être la dame aussi à côté qui disait que c'est un système qui va tellement vite, dans lequel finalement on est en effet inconsciemment tellement manipulé que notre marge de manœuvre, elle est là. Donc voilà, peut-être une idée d'aider, je sais pas, que l'État mette la main à la poche et si ça ne peut pas être changé, les cargos ne peuvent pas entrer, les choses n'entrent pas, politiquement c'est pas possible parce qu'il y a le commerce libéré, mais au moins au niveau des petits consommateurs au bout de la chaîne, de les aider à consommer de façon plus équitable. Voilà. Alors 2 choses, je pourrais dire, c'est que par exemple l'idée de l'économie circulaire, elle a cette volonté de permettre par exemple d'avoir un taux de TVA plus bas dans justement cette économie durable, qui serait une manière d'abaisser les prix de manière facile et de donner une impulsion économique. Après, je pense que sinon, alors nous on se bat aussi de manière générale bien sûr pour un revenu décent pour tous, que ce soit avec des initiatives comme le revenu de base inconditionnel ou des choses comme ça. Je pense que vous avez raison, tout le monde doit avoir droit à un minimum suffisant pour vivre et puis consommer en connaissance de cause. Et de manière générale aussi, les produits qui doivent être mis sur le marché doivent répondre à des exigences minimales. Je pense que c'est 2 politiques différentes, mais 2 politiques qui vont de pair. Merci beaucoup. On me fait signe qu'il faut s'arrêter. Donc un immense merci à vous d'être venus si nombreux et nombreuses. Vous pourrez retrouver cette captation vidéo d'ailleurs en ligne dans les jours qui viennent. Et puis oui, on peut applaudir nos intervenantes de très haut niveau.
Oui, on a une dernière information. Juste pour dire, parce qu'il y avait les jeunes verts qui étaient là tout à l'heure, mais je crois qu'ils ont dû partir. Ils ont laissé 2 initiatives qui vont tout à fait dans le thème de ce qu'on a discuté de manière plus globale. D'abord, l'initiative sur la responsabilité environnementale qui demande que, justement, aujourd'hui, on sait qu'on a parlé de la jour du dépassement. On consomme en Suisse 2,5 fois les ressources de la terre, donc qui demande qu'on revienne à une consommation des ressources qu'on a. Donc ça, c'est la première initiative et les jeunes verts sont bientôt au bout, mais il leur manque encore des signatures. Donc c'est pour ça qu'on fait un appel vraiment, si vous ne l'avez pas signé, ou si vous avez dans votre entourage des gens que vous pourrez sensibiliser, prenez une feuille. Et la deuxième, c'est pour le fonds climat, c'est aussi dans cette idée-là, c'est de dire voilà, qu'on ait 1% du produit intérieur brut qui soit affecté pour sortir des énergies fossiles et que ce soit fait de manière la plus équitable, justement pour que ce soit accessible pour toutes et tous, et avec un volet sur la formation que je pense est aussi très important, c'est de dire en fait que justement on manque de main-d'œuvre qualifiée, mais donc on doit susciter la formation initiale, mais aussi permettre les reconversions professionnelles, parce que ça c'est aussi une des choses positives du Covid, c'est qu'il y a des gens qui se sont rendus compte qu'ils voulaient avoir des métiers qui font du sens, et il faut leur permettre, leur donner les moyens financiers pour se reconvertir, et ça c'est tous des aspects qui sont présents dans cette initiative pour un fonds climat. Donc là aussi je vous encourage à la prendre et la signer. Merci. Merci Isabelle. Voilà, vous savez tout, vous avez toutes les informations. Donc à nouveau cette table, vous pouvez aller la visiter avant de partir. Merci et bonne soirée.